Allez, on vient à l'autre. Voilà, ils ont fait de la merde. Vous attendez de moi de dire qu'on joue la montée, je suis pas venu aujourd'hui. Allez, mademoiselle, monsieur, heureux de se retrouver dans l'ombre du moustoir. D'Archeville. Et but d'Archeville. Oh, attention à cette remise. Le but exceptionnel de Bernard. Un dégât. Oh, Lorient qui marque face au Paris Saint-Germain. Le but de Lorient de Kevin Bonifacio. Oh, le football club de Lorient va au Wesley. Avec deux Lorient qui est absolument seul. Attention à Brielle et l'égalisation de Lorient face à Mamadou Sakho. Abriel qui va servir Kevin Gamero peut-être pour le but du chaos. Gamero et Lorient mène 3 buts à 2. Il y a peut-être 3 points à prendre. Si ça arrive jusqu'à Messi Douaris. Le voilà, le ballon derrière Messi Douaris à Zakaric qui va trouver le troisième but des Lorientais. Arnold de Bouemba qui permet à Moine, pourquoi ne pas tenter sa chance? Lorientais qui va accélérer encore. Côté gauche pour Bozok de la surface. Frappe de Bozok et deuxième but. Avec Ponceau, Claude Maurice, à droite, il y a une solution, Claude Maurice en solo, Mendes finalement servi, c'est parfait, pim pam poum, je te donne le ballon à droite, Mendes centre, pour Gaëtan Courtet, l'ancien Brestois, qui conclut cette action, c'est facile le football quand on joue comme ça. Bonsoir à tous, bienvenue dans la taverne. Bonsoir, merci d'être si nombreux ce soir, merci beaucoup. On va passer 2 petites heures ensemble, on devrait s'amuser. Avec Pierrot. Bonsoir à tous. Raphaël. Bonsoir à tout le monde. Et Lucas. Bonsoir à tous. On a un sacré programme. Petite mise à jour du programme de dernière minute. Vous l'avez peut-être vu si vous nous suivez sur les réseaux sociaux. Malheureusement, Jérémy Morel ne pourra pas être avec nous ce soir pour des raisons personnelles. Donc, on lui souhaite le meilleur. On fera ça en tout cas. Et puis, voilà, on va quand même, vous inquiétez pas, on va quand même bien s'amuser. On a un invité de prestige ce soir, la recrue qui vient tout droit de Rodez, Noah Cadieux, qui sera avec nous tout à l'heure. Et puis, on va s'installer. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, comme d'habitude, on va faire un petit... Est-ce qu'on fait un lancement type podcast ? Non ? On peut faire un lancement type podcast. Ok. Vous connaissez... Vous écoutez, tout le monde écoute le podcast ici ? Est-ce qu'il y a des gens qui ne nous connaissent pas, sont allés voir les Schtroumpfs et se sont trompés de salle ? Monsieur au fond ? Vous pouvez rester. D'accord ? On y va ? Lancement du podcast, donc tac, on ne s'est pas vu, on ne se connaît pas, on recommence. Bonsoir à tous, bienvenue dans la taverne en direct du Sénéville de Lorient. Le FC Lorient, les gars, est 6e de Ligue 1. Où allons-nous jouer en Coupe d'Europe ? On verra ça un petit peu plus tard. Pierrot nous parlera de ses déplacements, qui sont déjà prévus. Puisque Pierrot est avec nous ce soir. Salut Pierrot. Salut. Les gens ne veulent pas t'applaudir, Pierrot, je suis navré. Lucas est également avec nous. Salut Lucas. Salut. T'étais au Moustoir dimanche. Superbe match. Ah, magnifique. Franchement, on a vibré en plus tous les trois. Dans un stade bouillant. Presque complet. Et Raphaël est avec nous également. Salut Raph. Salut. Une fois n'est pas coutume, Raph, on a un programme. Toujours. Et on va pas du tout improviser. Un petit peu. On va évidemment revenir, si vous le voulez bien, avec vous. Vous allez pouvoir participer, bien entendu, dans le public. On va revenir sur le début de saison du FC Lorient. Une défaite encourageante à Auxerre. Une victoire contre Rennes. Pierrot, de quel type cette victoire ? Une victoire décourageante. Un concept qu'invente le FC Lorient. On passera à l'interview de notre invité, Noah Cadieux. Vous l'avez vu dans la petite description de l'épisode si vous écoutez sur les plateformes audio et sur YouTube. On parlera du LOSC. Qu'est-ce qu'on a prévu encore ? Le LOSC, l'adversaire des Merlus, dimanche au Moustoir. Qu'est-ce qu'on a prévu encore Ville natale de Noah Cadieux. Ouais, si tu faut pas tout. On a bossé. La suite, si tu passes pas la slide, moi je suis perdu. Merci. On va parler évidemment du mercato. Un mercato, Lucas, tranquille. Oui, c'est ça, mais finalement, on s'attend à un final à Atlan. D'ailleurs, le final, vous le suivrez avec nous lundi soir en direct sur Twitch. 19h, 21h. Oui, horaire chelou, ça se termine à 20h. On n'est pas habitué en fait. Ouais. Pierrot, il y a une raison pour cet horaire
Bah, on se cale sur le mercato, la fin du mercato anglais, donc tous les gros championnats se calent en même temps. Pour que des joueurs de Bournemouth viennent nous rejoindre? Pourquoi pas? On verra. Et puis, bien entendu, pour ceux qui sont ici dans la salle, mais aussi ceux qui nous écoutent, Tout à fait. vous pouvez jouer à la maison tranquillement. Vous êtes sûr de gagner, a priori. Mais pour ceux qui sont ici dans la salle, il y aura des petits jeux tout au long de la soirée. On a des maillots à gagner qui nous ont été offerts par le FC Lorient. On peut les applaudir. Le maillot domicile qui est là-bas. Le maillot, alors celui-là, c'est une pièce recherchée sur Lorient en ce moment. C'est le maillot Third, qui n'existe, qui est plus en magasin, et patch Ligue 1. Donc là, attention, demain matin sur Vinted, ça peut partir très cher. Il va falloir être bon ce soir. Le quiz est très difficile cette fois. Là, on va récompenser les. Il y a plusieurs niveaux. On verra ça ce soir, tout à l'heure, mais il y a plusieurs niveaux. On va voir ceux qui suivent vraiment le club. Je ne sais pas si un de nous est capable d'y répondre d'ailleurs. Donc, Peut-être pas. Ouais. voilà. Bon, on commence. Pierrot, je te propose d'ouvrir une petite bière. Bah, bien sûr. Puisqu'on est dans la taverne. Et on va commencer par le résultat ce début de saison du FC Lorient. Lucas, la première journée, le FCL s'est déplacé sur la pelouse d'Auxerre. Défaite 1-0. On a dit défaite encourageante tout à l'heure en introduction. Qu'est-ce que tu as retenu de ce match? Finalement, moi, ce que j'ai vu, c'est deux équipes qui sont en rodage. Et plus spécifiquement, le FC Lorient, du coup, du fait du changement de système, je pense qu'il y a un temps d'adaptation qui est logique. Et finalement, ce que j'ai trouvé, c'est que finalement, les trois de devant, il n'y avait pas encore forcément les repères en termes d'espace. Ils se marchaient peut-être un peu dessus. C'était dans les mêmes demi-espaces. Mais finalement, c'est essayer de travailler pour jouer sur la largeur, parce que c'est finalement la base de ce nouveau système, contrairement à l'année dernière. Donc plutôt encourageant. Ce qu'on a aussi ciblé, c'est le manque un peu de réalisme devant le but, mais on va plus retenir le jeu et essayer de trouver des points positifs dans ce nouveau système. Alors justement, ce système, Raph, tu voulais en parler. Le FC Lorient revient à une défense à 5, comme sous les grandes heures de... On va les citer. Pellissier. Christophe Pellissier. Landreau. Mais Christophe Pellissier encore, ça allait. Mais défense à 5, Mickaël Landreau. Bon, là, voilà. Et Régis Lebris. Donc, Olivier Pantaloni choisit la défense à 5. Soupe à la grimace quand même pour l'intersaison, parce qu'on l'a vu venir depuis maintenant plusieurs mois. Ça s'est fait en préparation. Quasiment tous les matchs de préparation étaient joués dans ce système-là, quasiment tous. Et ça a été utilisé face à Auxerre. Ce que je retiens moi d'Auxerre, c'est finalement une assise défensive qui a craqué qu'une seule fois, mais qui a quand même rendu une assez bonne copie. On prend quand même un beau but à l'extérieur de la surface. Assez peu d'occasions très concrètes, mais on a été quand même assez dangereux. Le système, j'ai trouvé encore un peu à ronronner, comme disait Lucas. Mais le vrai sujet, à mon sens, c'était plutôt l'approximation et surtout le défi au milieu de terrain. On a perdu beaucoup de ballons sur un mauvais contrôle, sur des récupérations auxerroises. Donc je trouve dans le défi physique aussi, on a manqué peut-être un tout petit peu de gouache. Donc il y avait des choses quand même assez encourageantes, la fameuse défaite encourageante. Mais ça ne s'est pas forcément confirmé sur le match d'après. On verra ça, match un peu particulier. Donc difficile de donner des conclusions définitives sur le système après 2 matchs. On parlera du match de Rennes. On va le faire quand même. On va le faire quand même. Je dirais que c'est plutôt d'un point de vue offensif et dans l'animation que on sentait encore que c'était en rodage, quoi. Pierrot, toi, tu étais en parquage contre Auxerre, donc je ne sais pas si tu as vu grand-chose. Je n'ai pas vu beaucoup de matchs. Mais on parle de Lorient, on a parlé un petit peu de Lorient, on est aussi tombé sur un super gardien d'Auxerre. Sur un excellent Donovan Léon qui, je pense, grâce à lui, récupère les 3 points pour Auxerre. Je pense que le match nul n'aurait pas été volé, surtout sur les 3-4 occasions qu'on a en fin de match. C'est dommage. Après, on a vu plus de choses offensivement contre Auxerre que peut-être contre Rennes, au moins sur la première mi-temps. Avant de passer à Rennes, Raph, petite dernière chose sur Auxerre que tu veux ajouter ? Non, pas forcément. C'est en soi ce que j'ai trouvé positif, et c'est peut-être aussi ce que cherchait Pantaloni, c'était l'assise défensive. Pour rappel, avec ce système-là, on a quand même pris des dizaines et des dizaines de buts en Ligue 1 sur les exercices précédents. Donc je pense que c'est déjà un bon point, et je pense que le coach a dû passer aussi des messages après ce match-là sur il y a des choses à revoir, mais on a quand même été assez costaud. Et finalement, on a eu une possession
relativement bonne pour un match à l'extérieur, avec des phases qui étaient, je trouve aussi intéressantes. Mais encore une fois, un tout petit peu trop de déchets et un tantinet en dessous dans les duels. Et puis Lucas, c'est aussi un premier match de la saison, en pleine période de mercato et tout ce qu'on connaît, contre une équipe qui va être dans notre championnat en fait. Ouais, c'est ça. Je pense que c'était un bon premier match pour se tester et voir où on est les depths, parce que finalement la préparation, ce qu'on voit un peu tous les ans, c'est que peu importe le résultat, finalement ça reflète très rarement la saison qui suit derrière. Donc finalement ce match-là était assez intéressant et forcément il y aura encore du changement d'ici la fin du mercato. Il y a encore des tests, on va en parler de Rennes après, mais finalement on n'a pas vu la même équipe et finalement il y a eu une rotation de 3-4 joueurs. Donc on voit même qu'en interne, il y a toujours cette réflexion-là. Et ça va mettre sûrement 3, 4, 5 matchs à trouver finalement l'équipe type comme l'année dernière. Alors, tu parlais de message d'Olivier Pantaloni ou de décision après ce match, ou en tout cas, peut-être pas des décisions violentes, mais en tout cas, on voit du mouvement dans le 11 contre Rennes derrière. Si je reprends une des conférences de presse d'Olivier Pantaloni, il a dit que certains leaders techniques n'avaient pas forcément été suffisamment costauds lors de ce match. Je pense qu'il a fait quelques petits ajustements qui ne sont pas définitifs, mais en tout cas, on voit que le coach a envie de tester de nouvelles choses, notamment en soutien de l'attaque et dans l'entrejeu. Donc je pense qu'il essayait de voir peut-être une autre animation, quelque chose d'assez différent. Après, le contexte de Rennes, on va l'évoquer, c'est que le match a basculé très rapidement. Pour autant, le match, il faut vraiment le séparer en deux parties, on va dire avant les 2 expulsions et après. Mais je veux quand même... Pardon, ça fait un match de 3 minutes du coup. Non, ouais, je suis d'accord, mais c'est important quand même de dire que déjà, il faut mettre Rennes dans des conditions où ils se mettent en difficulté. Autant le premier rouge est un fait de jeu qui pourrait arriver dans n'importe quel match, autant le deuxième, c'est aussi une action qui est dangereuse. Et du coup, le joueur lorientais se fait faucher, donc du coup, le rouge est tout à fait logique. Ce que je veux dire là-dessus, c'est que je trouve que la première partie du match, elle est quand même loin d'être décourageante, dans le sens où on a quand même quelques phases, je trouve, on rentre bien dans le match. C'est quand même assez rare pour le souligner. On a souvent mais toujours un peu de temps à rentrer dans les matchs. Donc moi, j'ai trouvé l'entame assez intéressante. Après, le match, il bascule du tout au tout. Et on aura peut-être davantage de choses à dire sur le développement, notamment d'un système qui est prévu plutôt sur une assise défensive. Et là, il fallait sortir autre chose d'un point de vue offensif et assez vite. Alors, évidemment, l'effet du match, c'est 2 cartons rouges. Le premier, comme tu dis, c'est un accident. La deuxième faute rouge est complètement idiote. Totalement. Parce que il était à l'extérieur de la surface, excentré, il n'y avait pas de danger immédiat. C'est vraiment le tacle de bourrin par excellence. Après, ça, comme disait Raph, c'est sur une demi-occasion, on va dire. Donc c'est plutôt positif dans ce sens. Après, forcément, quand tu es à 9 contre 11, le match est totalement biaisé et derrière, compliqué sur les premières minutes de trouver la faille, parce que tu sais que derrière, en face, ça va essayer de bétonner derrière et de gratter un nul, quoi. Ouais, mais pour autant, Lucas, 11 contre 9, on sent pas un Lorient serein et Rennes, finalement, continue à jouer son jeu, quoi. C'est ça, je pense qu'il n'y a pas eu, en fait, ils n'ont pas su réagir, en tout cas en première mi-temps, finalement comment adapter le plan de jeu et ce qu'ils avaient prévu à finalement la situation de match qui a totalement changé. Finalement, je pense que ce qui était attendu, c'est qu'on aurait peut-être peu le ballon, même si Rennes cherche un peu moins à avoir le ballon cette saison. Et donc finalement, ce qu'on voit, c'est que je pense qu'en première mi-temps, le Stade Rennais a la possession, alors que finalement on est à 11 contre 9. Donc ça, c'était assez paradoxal, et peut-être que finalement l'idée c'était de continuer dans cette phase où on va prendre la profondeur et bloquer les Rennais, mais finalement ce qu'on voit aussi, c'est que ils faisaient leur circuit de passe et finalement il y avait peut-être pas assez de pression sur le devant de l'attaque, et du coup ils étaient peut-être assez tranquilles. Donc ça, c'était pour moi la plus grosse problématique de cette première période. Et un deuxième point que j'avais aussi vu sur Auxerre, et finalement c'est ça qui amène le but et qui a amené un deuxième but côté Auxerre, et les Rennais ont essayé d'en profiter, c'était les ballons dans la profondeur finalement de Samba vers la ligne défensive. On avait du mal finalement à adapter la hauteur de la ligne défensive et l'écart avec les milieux de terrain, et on a failli se faire prendre plusieurs fois, et c'est comme ça qu'ils arrivaient à finalement vite remonter le terrain en début de match.
Alors finalement ça se débloque, Pierrot, juste avant la mi-temps, j'ai plus la minute exacte. J'étais parti à la buvette tellement je m'énervais dans le match. Juste avant le temps additionnel, je crois, de la première mi-temps. Et il faut pas oublier aussi qu'on prend 2 énormes occasions qui peuvent aussi faire 0-1. La barre transversale de Seko Fofana. Ouais. Camara est dessus. Ma conclusion hâtive, je la prépare. Tu vois. Camara est dessus. Voilà. Et donc, Soumano qui met un fort joli but. C'est une récupération d'Arthur Avam. Oui, récupération d'Arthur Avam qui lance en profondeur Soumano, qui élimine 2 joueurs et qui termine parfaitement l'action. Donc, rentrer au vestiaire juste avant la mi-temps en marquant un but, c'est bon pour l'état d'esprit parce que tu commençais quand même un peu à douter. Parce que mine de rien, ils ont la possession, ils arrivent à aller à 35 minutes à 9 contre 11 à faire 0-0. Il y a des doutes dans les têtes. Après, ce qui a fait du bien aussi, c'est d'avoir marqué directement au début de deuxième mi-temps et d'avoir eu un espèce de quart d'heure de folie. Moi, il y a un truc que j'ai pas compris. C'est à 11 contre 9, tu vois tes attaquants qui vont pas presser. Alors j'ai l'impression qu'à la pause fraîcheur, Pantalone, et il met, on l'appelle Pantalone, on sait pas le dire en Corse. Donc si quelqu'un parle corse ici, non? Quelqu'un imite les Corses, très bien. Non plus. Donc Pantalone, il pause fraîcheur. Un peu la sensation qu'il dit, faut monter pressé les mecs quoi. Et tu vois encore plus tard. Faut pas oublier qu'on a des double pression corse. T'as Cahuzac et Pantalone. Donc, je veux pas me prendre un dos moi. Et tu vois Abergel qui est en train de gueuler sur Soumano, gueuler sur Tozin, de monter pressé. Et ça me surprend que ce soit pas fait automatiquement quoi. Surtout en seconde 9. Je sais pas si c'est psychologiquement le fait d'avoir aussi concédé des occasions dangereuses où tu te dis est-ce qu'on se découvre un petit peu trop vite? T'es à 11 quoi. Ouais, je sais, mais bon, t'as le Stade Rennais, il y a des individualités, tu sais que tu peux gagner aussi à l'usure. Donc je sais pas si c'est dans le psyché aussi des joueurs à ce moment-là en disant de toute façon ça va craquer, en deuxième période on va les avoir. Peut-être que c'est aussi le cas. Mais ouais, moi ce que je trouve bizarre c'est qu'on a mis quand même, je sais pas si on aura la réponse à cette question, mais j'ai un peu l'impression qu'on a mis un tout petit peu de temps à changer aussi la tactique pour mettre en effet plus de pression et être aussi peut-être plus dangereux, plus haut sur le terrain. On a eu peur de l'arrière-garde, on l'a précisé tout à l'heure, mais on voyait Habib Bey avec son pauvre 4-3-1 essayer de faire quelque chose, le pauvre, mais du coup j'ai l'impression qu'on n'a pas réussi à, très vite en tout cas dans le match, à retourner tout de suite le match à notre avantage. Donc ça s'est décanté en deuxième, on va peut-être le repréciser, mais il y a eu un moment de flottement pendant 20 minutes où tu dis il y a moyen que ce match-là il tourne pas en notre faveur, et parfois le FCL, on l'a vu trop souvent pour ceux qui regardent le FC Lorient depuis maintes et maintes années maintenant, même à 10 contre 11 c'est jamais fait, donc on avait un peu, moi j'avais cette sensation là en tout cas à un moment donné. Puis en deuxième mi-temps, Lucas, ça se décante. Ouais, c'est ça, l'équipe est revenue avec d'autres intentions finalement. Je pense que comme on disait, là, je pense que voilà, un plan de jeu qui est adapté pour la seconde période et finalement une recherche de la largeur qui était plus efficace. On a continué à les faire courir et finalement à l'usure, finalement ils se sont fait prendre aussi en début de seconde période. Donc le plan était bien rodé et j'ai senti aussi que devant plus d'efforts pour aller gêner Samba et Samba et les défenseurs, et finalement c'est ce qui amène peut-être, donc c'est le 3e but il me semble, où finalement Soumano je crois vient gêner le défenseur. C'est ça, en fait les pousser à la faute, puisque en fait voilà, ce jeu de passe assez risqué qu'il faisait pour essayer de sortir le ballon proprement, qu'il faisait plutôt bien en première période, c'était difficile de le faire sur l'ensemble du match. Donc c'est ça que j'ai trouvé assez intéressant, c'est finalement l'état d'esprit qui a changé, et finalement se rendre compte que finalement mettre en confiance l'équipe. On est maintenant en supériorité numérique. C'est à vous de prendre l'ascendant, c'est à vous de prendre le sens du match, et ça a plutôt bien marché. C'est surtout aussi que le fait que psychologiquement, tu arrives à la mi-temps en gagnant 1-0, tu n'as plus la pression de marquer le but. En face, qu'est-ce qu'ils ont le choix? Soit ils prennent une branlée, soit tu essayes de revenir au score. Donc, alors, tu essaies de te découvrir un peu, et forcément tu prends la sauce derrière parce que toi tu n'as plus la pression de marquer vu que tu mènes au score. Donc derrière Tozin marque sur corner, un corner très mal géré par Rennes, et derrière Brice Samba
gardien international français prend un but de la tête de Théo Lebris. C'est quand même pas commun. Camoulox. C'est quand même costaud. Les choix de carrière de Brice Samba, il faudra en parler, mais bon, ça c'est pas notre job. Et puis derrière 4-0, et puis voilà, fin du match. Je sais même plus qui marque le 4e. Si, c'est Pagis. C'est le Pagis, Pablo Pagis. Ouais. C'est Pagis qui met le 3e et le 3 c'est 4e. Voilà, c'est ça. Paul Pagis sera le maître. Enfin. Raphaël est quelque part dans le public pour prendre une réaction. C'est notre cher Hugo, je crois, Raph. Tout à fait, Hugo Mosquito pour les personnes qui connaissent. Qui écoutent France Bleu, surtout. Tweetos. Bonsoir à tous. Je ne sais pas si le volume sonore est correct. C'est bon, c'est bon. Nickel. Non, moi, ce qui m'a inquiété sur ce match, c'est évidemment l'animation offensive. Et je suis assez d'accord avec Raph dans le sens où c'était assez curieux de ne pas les voir presser pendant quasiment toute la première période. Et ce qui est compliqué à dire sur ce débrief, c'est de savoir si on peut en tirer une conclusion générale sur la dynamique offensive de l'équipe. Parce que déjà, sur le premier match, on a vu des lacunes, je ne vais pas dire au niveau du talent, mais on se demande s'il y a vraiment... un peu un aspect impératif à recruter et franchement ce qui fait peur c'est un peu l'idée qu'on a du mal à aller de l'avant et malgré le fait d'être à 11 contre 9 et de mettre 4 buts t'es pas rassuré là-dessus, donc après est-ce qu'on en fait trop et on n'arrive pas à se contenter des 3 points, je sais pas. En faire trop, nous, jamais. Mais le public, jamais. Non, mais c'est vrai. En fait, ce qui est surprenant, c'est que tu cherches pas à les mettre le 5e, le 6e. On a un peu l'impression que ça va être tranquille. Mais il y a aussi le contexte. Premier match, reprise, etc. On peut imaginer ça aussi comme... Mais bon, on sait qu'on peut descendre en Ligue 2 pour un but. Et pas qu'une fois. Et pas qu'une fois. Donc là, c'est vrai que si tu peux aller chercher le 5e, alors on va pas dire leur mettre 10-0, faut pas déconner, mais si tu peux aller chercher un de plus, et on a senti un peu qu'il y avait... pas sur le reculoir, mais tranquille. Ouais, mais match de reprise. Fin de match tout en maîtrise, mais sans vouloir faire un dépassement de fonction, quoi. Mais voilà, reprise. Voilà ce qu'on pouvait dire à peu près sur ça. Donc le FC Lorient, sur ce début de saison, pardon. On est en public aujourd'hui quand même. Le FC Lorient est donc 6e, ce qui promet des déplacements. Il y a un club du Kazakhstan, là, au fin fond, à la frontière de la Chine. Ah ouais, Almaty, ouais. Ouais, ce serait pas mal ça. En février, là. Ouais, tu vas en bagnole, tu flingues ta bagnole pour aller là-bas, mais au moins c'était un beau déplacement, quoi. C'est pas mal. Et 6e, 2 matchs. C'est quand même l'occasion de tirer des conclusions. D'accord ? Après 2 matchs. Conclusion hâtive, je vais me lancer. Et alors vous savez qu'on cherche un gardien et que d'anciens gardiens ont candidaté au job. D'ailleurs, si quelqu'un ici est gardien, vous pouvez laisser votre numéro. T'es gardien ? Tu joues à Riantec, en quelle catégorie ? Ouais, tu peux le faire. Hein. Et je sais pas, après, il faut voir avec. Dis-moi, il y a un deuxième gardien là ? T'es où toi ? Ah bah, chef. Ah, mais je sais qu'il Yvon Vogo aussi a arrêté. Hein, il a été coaché par Yvon Vogo, je sais. D'accord. Et il y avait un troisième, j'ai cru voir au fond ? Ah, Teddy Bartouche, d'accord. Il y a quand même le gardien officiel des Merlus de Paris. Hein, ouais, mais il est gardien du stade, lui. Non. D'accord, ok. Pourquoi on parle de gardien, nous ? Oui, ma take. Ma conclusion. Bah, franchement, sur les 2 premiers matchs, Bingourou Kamara, et moi, j'aimais bien... Alors, pardon, on va remettre les choses dans l'ordre. Il y a 1 mois et demi, j'avais dit dans la taverne, moi, il y a un gardien qui est au chômage que je trouve bien, c'est Bingourou Kamara. J'avais un peu raté la suite de sa carrière après Strasbourg. Bon, voilà. Je n'avais pas regardé les matchs de Pau non plus. Mais 2 semaines plus tard, il est signé par Koscielny. Enfin, par Koscielny, par le club. Donc... Coïncidence ? Je ne pense pas, non. Et du coup, bref, moi, sur les 2 premiers matchs, franchement, il n'a pas eu non plus grand-chose à faire, on va pas se mentir. Mais il a fait une petite frayeur avec une relance avec Igor Silva, magnifique. Oui. Mais franchement, sur la frappe, pour être sérieux 2 secondes, sur la frappe de... Seko Fofana ? Oui. Sur la barre, il est dessus. Il est dessus, à peu près. Pour les photos. Il est pas trop loin. Ouais, franchement, tu me dis, on part avec Bingourou Kamara sur la saison. Je suis pas... Ça me dérange pas. Donc ma conclusion hâtive, c'est qu'on a un gardien pour faire la saison et qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller claquer. Après, des fois, le gap Ligue 2, Ligue 1 pour les gardiens, il est parfois très fin. Mais il a joué à Strasbourg, il n'était pas trop mal à Strasbourg. Il a perdu sa place. Je ne sais plus trop le contexte où il avait perdu sa place, mais on l'a vu avec Nardi. Après, il n'était pas aidé par sa défense aussi, où il était très fort en Ligue 1, en Ligue 2. Ouais. Et on s'est dit que finalement, il n'y aurait pas de problème en Ligue 1. C'était plus compliqué par la suite. Donc voilà, après, c'est une saison charnière. On sait que ce poste-là, il est quand même
assez clés. Donc, moi, je me fie un peu au staff. Si le staff a quelques doutes et veut toujours recruter, ça peut être aussi intéressant d'avoir 2 gardiens finalement qui ont le niveau plus ou moins Ligue 1. Et finalement, ils se challenge. Riantec, là. Non, mais oui, t'as raison. Tiens, tant que t'es là, t'as une conclusion hâtive, Lucas? Alors, l'année dernière, j'avais dit que Formose Mendy ferait une grande saison. Oh. Bon, il a perdu sa place, il y avait Julien Laporte. Mais je me dis que cette saison, en tout cas, les qualités techniques, pour moi, il les a, qualités athlétiques, etc. Pour moi, c'est un défenseur aussi intelligent. Après, c'est les sauts de concentration, c'est le fait de, sur 90 minutes, tenir un match et finalement aussi être complémentaire avec Talbi. Mais là, dans cette défense à 3, je pense que finalement, il aura entre guillemets un peu moins de responsabilité et finalement, ça peut le mettre plus à l'aise. Donc, je le vois prendre de l'ampleur cette saison. Donc, comme ça n'a pas marché l'année dernière, je retente cette saison. On ne sait jamais. Il va peut-être nous dire plus tard que Bamba Dieng va rouler sur la Ligue 1, on ne sait pas. Donc, on revient à Pierrot, il est en train de réfléchir. Raph, tu as une conclusion hâtive là? Moi, j'avais dit que Silva allait faire une très grande saison en Ligue 2. Tu as eu raison. Et j'ai eu raison. On aime se jeter les fleurs. Ouais, toujours. Non, il y a un point important. Nous avons marqué face à Rennes un but sur coup de pied arrêté. Un but sur coup de pied arrêté, c'est aussi rare au FCL. Donc peut-être qu'avec des joueurs, de nouveaux joueurs qui sont arrivés dans l'effectif dépassant les mètres 90, peut-être qu'on mettra un petit peu plus. Oui, alors attends, oula, attention. L'an dernier aussi, on a signé les grands et. Ouais, je parle de joueurs qui ont une bonne coordination, tu vois. Mais alors, par contre, sur les coups de pied arrêtés, il me semble que l'an dernier, on en a mis quelques-uns des buts sur coups de pied arrêtés, non? Je dis pas de bêtises. Ouais, non, pas beaucoup. De mémoire, on en met un contre Caen. Ouais, voilà. C'était en fin de saison. Donc super. Voilà. Pierrot, ta conclusion hâtive après 2 journées de championnat? Et après, on va jouer l'année dernière, j'avais dit que Bamba Dieng allait rouler sur la Ligue 2. Et on peut encore l'applaudir pour cette magnifique take. Et avec le contexte actuel du mercato, je serais pas surpris que peut-être il reprendrait une place et qu'il mettrait au moins 5 buts en Ligue 1. Donc tu recycles ta... Ah ça, ouais, d'accord, oula, ouais. Ok, d'accord. Bon, on les a enregistrés, on ressortira ça au mois de mai. Ça vous dit qu'on joue ensemble un petit peu? Avant de passer, on sait que vous êtes tous venus pour l'interview de Noah Cadio. Mais d'abord, on va jouer et on va essayer de vous faire gagner ce maillot dédicacé de la saison... de la descente. Non, c'est pas celui-là. C'est un Ligue 2. Ah, je confonds. Ouais, mais tu sais, on descend souvent. Donc. Ouais, dans ces années-là. Maillot dédicacé qui nous est offert par le Télégramme. Tout à fait. Voilà, qu'on salue. Eux, ils ont fait de la pub pour nous. Donc on les salue. Merci voilà. à eux. Il n'y a pas beaucoup de lecteurs à Ouest France probablement dans la salle. Ils écoutent peut-être leur podcast aussi. Donc on va jouer à ça. Pour jouer avec nous, 2 questions de rapidité. Alors évidemment, ça va être au jugé. Hein, puis, on va essayer de ne pas faire gagner nos potes non plus. Mais s'ils sont plus forts que vous, qu'est-ce que je vous dise moi. Donc, vous savez, on se lève peut-être. Vous savez que le FC Lorient a gagné la Coupe de France en... Non, c'est pas ça la question. Mais oui, c'est bien. Le FC Lorient a gagné la Coupe de France en 2002 en battant en finale Bastia, en demi-finale Nîmes et en quart de finale le PSG. La question est... Le PSG. Qui a dit Rennes? Non? Le PSG. La question est donc la suivante. Qui est le buteur en quart de finale contre le PSG? Chabert. C'est ici, là, le premier. Tu peux venir avec nous. Et tu choisis si tu veux jouer avec Pierrot ou Lucas. Comment tu t'appelles? Attends, tu vas prendre le micro. On peut l'applaudir. Dites-le... Bah, va aller. Dites la réponse à haute voix, hein, comme ça on avance plus vite. Tu veux t'associer à Pierrot ou Lucas? Excellent choix. Excellent. De toute façon, on n'a pas le droit de donner les réponses. Donc. Toujours question Coupe de France 2002. Bah, évidemment, c'est les 100 ans du club, donc on se replonge un tout petit peu dans l'histoire. Voilà, réflexion vraiment un tout petit peu. Bon. Nous avons donc joué le SC Bastia en finale de Coupe de France, qu'on a battu. Contre qui a joué le SC Bastia en demi-finale de Coupe de France? Sedan, bonne réponse. Excellente réponse. Magnifique. Pas mal. Costaud, là. Ouais, avec autant de rapidité, c'est très fort. Ah, c'est costaud. On pensait devoir filer un indice. Alors, on va jouer à un jeu qu'on aime bien faire avec les copains tard. Ouais, vous restez comme ça. Donc, évidemment, Pierre et Lucas ne vont pas vous aider puisqu'ils connaissent les questions. Mais il
ils vont vous donner le micro, tout simplement. Ça se résume à ça, en fait. Donc, c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Ils peuvent vous donner des indices, éventuellement, si on voit que ça bloque. Ok. Donc, on va vous donner le parcours professionnel d'étoiles du FC Lorient. Et autres. Et vous allez devoir deviner de qui il s'agit. C'est très simple, vous l'avez déjà vu à la télé, vous l'avez vu un peu partout. Ok. Donc, le but, c'est que tu tiennes le micro, mais c'est pas grave. Donc, le micro, donc ça va être le premier qui répond. Donc, il faut vraiment avoir le micro bien proche. Oui, ils peuvent le tenir, on s'en fout. On y va ? On commence par notre premier candidat qui a commencé au Stade Malherbe de Caen avant un prêt à Uzès Pont du Gard. Un point pour ceux qui savent où c'est. Ensuite, départ à Grenade, prêt à Lorient, Udinese, Toulouse FC, Saint-Gall en Suisse, Boulogne, Le Mans et le Bengaluru FC en Inde. S'il y a des footballeurs dans la salle, ça leur donne des options. Il y a que le club qui a trouvé, je crois. Ouais, ils sont forts. Ils ont des fiches. Alors. Premier indice ? Ouais, bah là, pour filer un indice, c'est un nom composé. Qui a dit Moussa King ? Moussa King, bonne réponse. Bah, du coup, 0 pour nos camarades. Irondou Moussa King. Qui se souvient d'Irondou Moussa King ? Alors, on a une photo, mais pas sur le terrain parce que ça n'existe pas. Donc. Voilà, Irondou Moussa King qui avait fait une belle photo. Non, il a joué des matchs. Il a joué des matchs à Lorient. Il a joué 4 matchs. Mais on le connaît plutôt pour ses 14 matchs avec Le Mans. Voilà. En France, c'est son... Ah non, Pont du Gard 19. Voilà, on s'en fout. Irondou Moussa King. Ensuite, là, ça va être un peu plus jouable, je pense. Nîmes Olympique, AC Ajaccio, FC Lorient, SC Bastia, Paphos FC. Mostefa. Vas-y, parle-moi dans le micro. Mehdi Mostefa. Mehdi Mostefa, un point pour... Pardon, je n'ai pas demandé vos prénoms, bravo. Un point pour... Maël. Maël et, excuse-moi. Louis-Marie. T'as été déjà venu jouer toi l'an dernier ? J'ai perdu au même jeu. T'avais un an pour t'entraîner, sérieux. Paphos FC à Chypre, où est parti... Enfin, pas dans le même club, mais où est parti Gédéon Kaloulou, on en parlera tout à l'heure, à Chypre. Projet sportif. Et, remarque, non, ça joue à la Coupe d'Europe, pardon. Et l'AS Béziers. Voilà. Ensuite, on passe à... Pardon, je me suis mélangé dans mes fiches. Là, ça va aller très très vite. Même pour Louis-Marie, qui est visiblement... Arsenal, FC Lorient... Fribourg. Non. Fribourg, Charlton, Valence, Villarreal et le FC Nantes maintenant. Coquelin, bonne réponse de Louis-Marie. Magnifique. Ensuite, il m'en reste 2. Alors là, attention, j'espère que vous avez prévu la soirée. Ça commence à Auxerre en 2008. Dijon, Lorient, 38 matchs avec Lorient, 8 buts. Benjamin Cornier. Non. Belle tentative, non. L'AS Saint-Étienne, le Dynamo Dresde, l'AJ Auxerre, et attention, là c'est chute, Charleroi SC, Levski Sofia, Kitambala. Linel Kitambala. Excellente réponse. Bravo. Je suis en train de penser qu'on n'a pas de tiebreaker en cas de... Union Saint-Gilloise, Apollon Smyrnis, le FK Senica, c'est en Serbie il me semble, Farense, la JS Saint-Pierroise, FC 93, Chantilly, Tremblay, bon voilà. Linel, Kitambala, quand même 38 matchs, 8 buts avec Lorient. Ouais, pas mal. Le dernier, ça commence à l'Olympique Marcois, US Boulogne, Red Star, US Quevilly, Rodez et le FC Lorient. Noah Cadio, bonne réponse. Très bonne réponse. Et là, vous allez meubler parce que je vais essayer d'en trouver un autre pour faire le tiebreaker. Du coup, là, on enchaînait avec l'interview. Tout était... T'aurais dû le laisser gagner, c'était bien. Merci de meubler, gars. Bah, écoute, c'est toi qui as mal programmé le truc, hein. Tu sais... Moi, je te laisse open bar gérer le truc. Il y a 2-2 là, c'est ça ? Il y a 2-2, ouais. On va pas le faire. On le fait à Shifumi ou quoi ? Ouais, Shifumi ? Allez, Shifumi, c'est parti. En une manche gagnante, une manche sec. Louis-Marie, la pression. 1 an d'entraînement pour ça. Sinon, je reviendrai franchement, ce serait moche. Donc, Pierre, feuille, ciseaux. C'est tout. Ok ? Vas-y, quand vous voulez. Oh non ! Oh là 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 ! Oh, c'est cruel. Désolé, Louis-Marie.
Alors, je reviendrai. L'année prochaine. Et donc, bravo. J'ai oublié ton prénom. Lucas Maël. Bravo à Maël qui repart avec le maillot dédicacé de la saison. Elle y va. Bravo. Merci. Il y a encore la signature de Philippe Essad dessus. Donc. Bon. Du coup, le dernier joueur, c'était Noah Cadieux. Et on accueille Noah Cadieux. Installe-toi. Noah, comment ça va? Première question, comment ça va? Attends, t'as pas allumé le micro. Alors, amateur ici. Il doit y en avoir un deuxième par là. J'en ai un. Allez, hop. Donc Noah Cadieux qui nous rejoint de Rodez. Mais tu l'as mis en... Bon, c'est pas grave, on va... Ouais. Donc Noah, pardon. Bonjour Noah. Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc Noah, tu nous rejoins de Rodez. La première question, c'est comment ça va? Est-ce qu'on te voit dimanche? C'est la question que tout le monde attend là. Ça va très bien. J'ai repris l'entraînement là cette semaine. Ouais. Et après, ce sera le choix du coach. Ce sera le choix du coach, je pense. Mais j'ai repris l'entraînement. Je vais bien et j'espère pouvoir faire une super saison. Donc tu es apte à jouer? Je suis sur le retour, donc 30 minutes à la 60e. À voir. Voilà. Bon, bah c'est bien. Déjà, bonne nouvelle, il est apte à jouer. Ça fait une recrue sur le terrain. Donc, Noah, tu nous rejoins de Rodez. Si tu veux, on va prendre un petit quart d'heure ensemble, un peu plus si tu veux, et on va revenir un petit peu sur ton parcours. Et donc, tout a commencé dans le Nord, parce que tu es originaire de Lille, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je suis né à Lille et j'ai grandi à Lille jusqu'à mes 19 ans. Et puis ensuite, je suis parti à Boulogne-sur-Mer, mon premier club semi-professionnel. Donc là, t'as quel âge, pardon, Noah? Là, j'ai 26 ans. 26 ans, donc ça fait un moment que tu es dans le circuit pro, Boulogne. Et puis l'an dernier, donc, on t'a découvert, nous, ici, en Ligue 2, avec Rodez. On t'a vu célébrer sur le but du gardien, c'est pas sympa. Vous l'avez bien fêté, ce but-là? Oui, super. Ouais, bon, bref. Et donc, tu peux nous dire un petit peu ton poste de prédilection, ton style de jeu? Alors moi, j'ai été formé ailier quand j'étais jeune, mais dès que je suis passé un peu sur le circuit professionnel, je suis passé milieu de terrain. Et donc, je peux jouer à peu près tous les postes au milieu. Je suis assez polyvalent, défensif, offensif. Après, l'année dernière, j'ai plutôt évolué sentinelle, mais j'aime bien me projeter vers l'avant, donc j'essaie de m'adapter à ce que le coach veut. Du coup, le poste de sentinelle ici, il est chasse gardé par quelqu'un présent dans la salle. Donc, du coup, sinon, globalement, on peut peut-être revenir sur un point, c'est la préparation. Comment tu t'es senti aussi, un système aussi à bien appréhender. Et tu parlais de ta versatilité, ta capacité à jouer sur pas mal de postes. Enfin, là aujourd'hui, dans le système lorientais, est-ce que tu as une position ou un rôle qui te semble être peut-être plus adéquat par rapport à ton profil? Comme je l'ai dit, moi, tant que je suis sur le terrain, je suis bien au poste de milieu. Là, avec ce système de jeu, il y a quand même beaucoup de permutations. Je suis capable de me projeter vers l'avant. Et donc, je n'ai pas forcément un poste de prédilection là, dans ce système de jeu. Mais il y a de quoi faire offensivement, défensivement, sur les lignes avec ce nouveau système de jeu. Donc voilà. Et si tu devais... Et si tu devais, peut-être, on te connaît quand même encore assez peu, et si tu devais un petit peu décrire aussi toi ta palette, tes forces aussi, les choses que tu dois encore travailler, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Je dirais que j'ai un gros volume de jeu. Ensuite, j'ai plutôt un bon jeu long, et offensivement, j'aime bien me projeter de par mon volume de jeu, et c'est des frappes, des centres. Je suis un peu attiré par le but, mais après, ça dépend ce que le coach demande de chaque joueur. Donc je sais aussi être plutôt défensif, gérer l'équilibre, donc j'essaie de m'adapter à ce que le coach veut. Et justement, par rapport à la question de Raph, est-ce que toi tu te vois justement avec le passage Ligue 2 Ligue 1, un axe de progression, que toi tu te fixes pour cette saison et tu dis il faut que je bosse là-dessus pour me mettre au niveau de la Ligue 1 et être performant et me sentir bien sur le terrain?
Franchement, je pense que le plus important, c'est la concentration, l'exigence et peut-être un peu de prise d'infos et de rapidité d'exécution, on va dire. Parce que ça va beaucoup plus vite en Ligue 1 qu'en Ligue 2. Après, la préparation s'est bien passée, le groupe est top, beaucoup de qualité, donc je suis confiant pour qu'on puisse faire une bonne saison. Est-ce que tu as toujours évolué en Ligue 2 ? Là, ça va être ta première année en Ligue 1. Est-ce que tu ressens pas un petit peu de pression en ce début de saison ? Moi, j'irais plutôt de l'excitation. J'ai toujours voulu évoluer au plus haut niveau possible. Maintenant que je suis arrivé dans ce club en Ligue 1, je suis impatient de jouer et je sens que j'ai les qualités pour. Donc il va falloir juste jouer et voilà. On avait eu la chance d'avoir un ex-supporter, enfin non pas un ex-supporter, pardon, un supporter de Rodez à notre micro la dernière fois au podcast et il avait été très positif sur ton profil et il avait notamment parlé d'une chose qui nous avait un peu marqué, c'est que tu avais repris aussi très rapidement le capitanat à Rodez, si je dis pas de bêtises. C'est quoi quel leader t'es dans le vestiaire ou sur le terrain, c'est quoi ta patte là-dessus et quelles sont tes qualités sur ces aspects-là qui t'ont permis aussi de récupérer le brassard? C'est pas quand même quelque chose d'anodin, notamment à ton âge. Ouais, c'est vrai que depuis que je joue au football, à chaque fois les coachs que j'ai eus m'ont dit que j'aime beaucoup parler sur le terrain et ils trouvent que j'ai ce côté leader. Après, quand je suis arrivé à Rodez, il y avait vraiment beaucoup de jeunes dans le vestiaire. J'ai fait des très bonnes performances dès le début, ce qui m'a permis j'étais plutôt vice-capitaine et le coach m'a fait confiance très vite. Il y avait beaucoup de nouveaux aussi, donc ça m'a aussi aidé. Mais je pense que j'ai un peu ça en moi que je sois capitaine ou pas, de communiquer, d'essayer d'aider. Et puis je pense que je suis meilleur sur le terrain quand je le fais et tout simplement voilà. Et c'est qui tes mentors depuis que tu es arrivé justement déjà? Est-ce que tu as un joueur qui t'a impressionné? Et un peu une deuxième question, c'est qui ton mentor un peu dans le vestiaire? Peut-être celui qui te conseille le plus, celui qui t'aide finalement à t'adapter à ce nouveau vestiaire, à ce nouveau contexte? Des joueurs qui m'ont impressionné, non franchement il y a beaucoup de qualité dans l'équipe. Pablo Paggi, j'avais pas pu trop voir sur la saison, je regardais pas forcément Télématch de Lorient, mais très bonne qualité technique j'ai trouvé. Et en mentor, il est dans la salle, il y a Lolo, il m'a très bien accueilli, intégré et on sent que dans le vestiaire il est hyper important pour déjà la connexion avec tous les nouveaux et puis sur le terrain il connaît bien tous les principes de jeu, il a la qualité technique et aussi la carrière pour pouvoir gérer ce vestiaire. Et quelle image tu avais du FC Lorient justement avant de venir? Est-ce que tu avais déjà une sorte de club familial? Qu'est-ce qui t'a donné envie finalement de venir dans ce nouveau contexte? Déjà l'année dernière, quand je les ai affrontés, j'ai trouvé que c'était une équipe très joueuse, avec beaucoup de qualité technique, des principes de jeu forts et forcément ça donne envie de jouer dans ce type d'équipe. Ils ont un peu roulé, on va dire, sur la Ligue 2, moi étant dans un autre club. Et puis goûter à la Ligue 1 dans un contexte de club plutôt familial et où il y a aussi des principes de jeu forts. Je trouve que c'est aussi plus simple en tant que joueur de pouvoir arriver dans un club et savoir ce qu'on attend de toi et puis tout simplement essayer de jouer justement au plus haut niveau possible. Et la Ligue 1, c'était vraiment un souhait pour moi. Si tu es amené à rentrer sur le terrain du coup face à Lille ou Moustoir, pas d'état d'âme. Lille, je sais que tu viens de là-bas. Non, pas d'état d'âme. Il n'y a pas d'état d'âme. Mais du coup, tu es supporter, on va dire. Non, pas du tout. Pas du tout. Ok. J'aimais bien aller au stade quand j'étais petit à Lille, mais j'ai jamais été trop supporter du LOSC. Et là, quel joueur, alors pas à Lorient, hein, le joueur du monde du foot actuel ou récent, t'inspire, t'aimerais avoir leur niveau, jouer comme eux, ce genre de choses? Actuellement, forcément, ça dépend si c'est un joueur à mon poste ou pas, mais ouais. Les joueurs français, Mbappé, Dembélé, c'est des joueurs qui nous font rêver. Et moi, quand j'étais plus jeune, c'était Pogba. Bon, là, il est dans le championnat, donc si on peut se mesurer à ce genre de joueur, c'est plutôt pas mal. Alors, tu n'as pas joué les 2 premiers matchs parce que tu étais blessé. On va quand même te poser des questions sur ces 2 matchs. Tout à l'heure, tu as entendu ce qu'on racontait un petit peu sur... On raconte beaucoup de bêtises, faut pas le prendre mal. Mais tu as raconté un peu ce qu'on
t'as écouté ce qu'on racontait un peu sur Auxerre. Moi, je voulais revenir aussi sur le match de Rennes et ce que je disais t'es à 4-0, tu sais que tu vas jouer le maintien toute la saison, le goal average hyper important, il faut aller chercher le 5e, le 6e. Comment t'expliques, toi, que l'équipe est un peu vue du stade, un peu relâchée, on va dire, la pression, quand c'était peut-être l'occasion d'aller plus loin? Ouais, je pense qu'en tant que supporter, on a envie que les buts viennent encore plus en deuxième mi-temps, mais je pense que la deuxième mi-temps était vraiment bien gérée à 4-0. Il faisait quand même début de saison très chaud, match après-midi. C'est pas forcément évident de mettre autant d'intensité et je pense que le boulot a été quand même super bien fait avec ces 4 buts. C'est un nouveau système de jeu aussi. En préparation, on a très très bien travaillé, on a très bien bossé. Il y a quelques recrues. Donc forcément, il y a certains petits ajustements en début de saison qui se font encore au début du championnat, mais moi je trouve ça très, très encourageant pour la suite. Raph, il y a une question dans le public. Ouais, question un peu spéciale. Bonsoir à tous. C'est un peu dur d'avoir de l'inspi parce que c'est pas trop notre job. Vous êtes meilleurs pour ça, donc je vais peut-être un peu l'embêter. Lui demander d'abord s'il regrettait de m'avoir insulté l'année dernière. Ouais, petit regret parce que j'ai découvert un super mec au vestiaire. Mais quand on est sur le terrain, c'est... Bon, alors je regrette aussi. Et en tout cas, très belle personne aussi. Très très bon joueur, complet, complètement complet, parce que quand il parle de ses qualités, il en oublie tellement qu'il en a. Et j'espère qu'on va faire une belle doublette ou triplette sur le terrain. Et non, je pense qu'il a les qualités pour être un super 8 box-to-box. Et je pense qu'il y a 2 places à prendre, en tout cas dans ce système. Pas la mienne. C'est pour ça que je n'ai pas parlé de la 3e. Mais si je pouvais te poser une question, tu te donnes combien de temps pour devenir capitaine au FC Lorient? Tu fais pas une réponse West France Télégramme, mais si tu réponds vraiment. Non, franchement, ouais. Je sais que Lolo il a un contrat encore plus long que le mien. Donc tant qu'il est au club... Il y a des salariés en CDI qui ont un contrat moins long que celui de Landerger. Non, mais en tout cas, je suis arrivé dans un club, on m'a très très bien accueilli, les joueurs, le staff, après tous ceux qui travaillent au club, même les supporters, je trouve que j'ai été super bien accueilli, donc je suis vraiment content d'être arrivé ici. Rodez, on sait que c'est un club familial, le public est très proche des joueurs, même au stade, physiquement, ils sont très très proches des joueurs. Tu retrouves un peu cette ambiance à Lorient? Dans la ville, au stade, au club? Ouais, franchement, c'est très chaleureux. La ville est superbe. C'est un peu plus grand ici qu'à Rodez. Et aussi un peu plus de supporters. Mais non, on sent que le club est vraiment vivant, familial. Et c'est super pour moi d'être ici. D'autres questions peut-être pardon, Pierrot, et après on passe au public. Moi j'en avais une, pas en rapport avec Lorient, mais en rapport avec le foot quand même. Tu as participé cet été à ta première compétition internationale, la Gold Cup. Bon, les résultats sont pas à la hauteur espérée, je suppose, mais est-ce qu'à l'avenir, vous pensez pouvoir essayer de gratter au moins un carré final avec la sélection du coup? Ouais, c'est clair que c'était une super expérience pour moi. On a beaucoup de joueurs de qualité dans la sélection Guadeloupe, mais c'est vrai que un peu moins de moyens. Il y a beaucoup de sélections qui ont, notamment le Mexique, les États-Unis, qui ont un peu plus de moyens, mais à l'avenir, j'espère pouvoir avoir des meilleurs résultats avec la sélection. Et justement, est-ce que tu as le même rôle finalement que tu as en club et en sélection, ou finalement on te demande des responsabilités différentes en sélection qui te plaisent ou... Wow. Non, comme je l'ai dit, je suis un joueur assez polyvalent. Je change pas vraiment de poste, puisqu'au milieu de terrain, je pense que tous les milieux de Lorient sont capables aussi de jouer un peu tous les postes au milieu de terrain. Zone de lumière, 6, 8, 10, comme vous voulez. Mais en sélection, le système change, 4-3-3, 3-5-2. L'année dernière, on jouait nous dans un 3-5-2 à Rodez. Quand j'étais à QRM, on jouait dans un 4-3-3, j'étais plutôt relayeur. Donc j'essaie de m'adapter en fonction de ce que le coach a besoin. Ok. Et dernière question, avant de passer au public. Est-ce que tu penses que tu as gardé certaines qualités que tu as acquéries, on va dire, plus haut sur le terrain, que ce soit en tant qu'ailier ou si tu as joué 10, je ne sais pas trop, finalement que tu conserves en étant un peu plus bas et que tu essayes d'utiliser à bon escient et qui font peut-être la différence?
Ouais, totalement. Je pense que c'est une de mes forces aussi. L'année dernière, j'ai pas mal staté, on va dire. Après, j'espère que ce sera le cas aussi cette année. Mais j'ai ce côté offensif qui m'a fait aimer le foot et donc j'essaie de le garder. On va te surveiller sur les stats, fais attention quand même. Ça marche. Il est passé au ref. Ah d'accord. J'ai Bonjour. une question. Ouais. Bonjour Noah. Bonjour à toi. Déjà, je voulais savoir sur le match de Sasuna, on sentait que tu pouvais faire une passe forte vers l'avant, mais on sentait que c'était un peu. Que ça tirait. Est-ce que c'était de l'hésitation? Est-ce que c'était de la peur de mal faire? Non, je pense que c'était aussi la préparation. On n'avait pas beaucoup de jus dans les jambes. C'était un peu le début de la préparation. Moi, avec la compétition aussi, je pense que ça a aussi joué un petit peu sur ma blessure. Ça tirait un peu sur les organismes. Mais là, je suis revenu. Je suis bien revenu et je pense que c'était aussi un premier match devant les supporters au Moustoir avec une nouvelle équipe. Donc, c'était pas forcément évident. Alors une autre question dans le public peut-être pour Noah. Profitez-en. Hein. N'hésitez pas, je fais le tour. Non, personne. Une dernière. Alors bonsoir Noah. Bonsoir à toi. Quelle différence tu vois dans les exigences de préparation au niveau tactique entre ce que tu as connu avant et la Ligue 1? Franchement, au niveau tactique, au niveau physique, je vois beaucoup de différences, un peu plus d'exigence sur les détails. Et je pense que le championnat Ligue 1, c'est aussi ça qui joue beaucoup, les petits détails tactiques, on va dire. Ouais, alors, bonjour Noah, tu t'as dit que tu connaissais Laurent, qui était un peu une légende du FC Lorient. Alors c'est vrai déjà, mais est-ce que quand tu étais plus jeune, quand tu étais ado, est-ce que tu avais des joueurs du FC Lorient qui te marquaient? Alors même si on ne passait pas en Coupe d'Europe, est-ce que tu avais quelques joueurs que tu as en tête comme ça qui te viennent à l'esprit? Bah forcément, moi j'aimais beaucoup Kevin Gamero. Je trouvais vraiment très fort. Et puis ensuite, non, je sais qu'il y a énormément de joueurs qui sont passés au FC Lorient. Donne un. Bah, Laurent Koscielny. Ah ok, pas mal. Un peu facile. Non mais il y avait Wissa, j'aimais beaucoup. Et non, je sais que c'est un club emblématique. Donc tu as 26 ans, tu es encore jeune, mais dans le monde du foot, tu es encore jeune. Tes objectifs à long terme, sans tout dévoiler évidemment, mais tes objectifs à long terme, tu te vois évoluer à quel niveau? Tu aimerais atteindre quel niveau? Non, bah, comme je l'ai toujours dit, j'essaie de ne pas me fixer trop de limites, d'essayer d'évoluer au plus haut niveau possible. Quand j'étais en Ligue 2, c'était de passer en Ligue 1. Maintenant que je suis en Ligue 1, c'est de jouer, de pouvoir donner le meilleur de moi-même. Et ensuite, pourquoi pas des idées de Champions League ou d'Europa League, d'Europe. Mais chaque chose en son temps, c'est juste dans la tête de ne pas se fixer trop de limites pour pouvoir toujours progresser. Et voilà. D'autres questions? Oui, Raph. Salut Noah. Moi je voulais savoir quel était ton rapport au foot. Est-ce que tu consommes beaucoup de matchs à la télé? Il y a certains joueurs qui n'en consomment pas du tout quand ils rentrent chez eux après les matchs ou après les entraînements. Quel est justement ton rapport avec ça? Ouais, moi je suis assez consommateur de foot. Je suis pas fou non plus de foot, mais j'essaie de regarder déjà les équipes de notre championnat. Et puis ensuite tous les matchs d'Europe, les matchs internationaux, je suis quand même assez sur ma télé. Moi, petite question en plus sur du coup, ton parcours. Ce qu'évoquait Julien justement, c'est que ton évolution progressive, le fait que toi, tu n'aies pas connu de centre de formation, est-ce que dans les discussions que tu as avec justement dans un vestiaire, etc., tu as une vision différente un peu peut-être du monde du football? Tu as peut-être aussi qualités différentes, une appréhension différente du foot, du jeu? Ouais, c'est clair. Non, j'ai pas eu un parcours classique. Après, j'ai fait la préformation avec le LOSC de mes 11 ans à mes 17 ans. Donc, c'était avant la formation, la préformation, j'étais en sport-études au collège et au lycée. Donc, j'ai eu quand même un fort bagage technique et tactique avec le LOSC étant plus jeune. Et ensuite, c'est vrai que je suis passé par un autre chemin. Donc, c'est quelques visions différentes, mais sur le terrain, tout le monde parle le même football, on va dire. Donc, Et juste, du coup, tu parles de tactique avec Pantalone cette saison. Et enfin, qu'est-ce qui t'a marqué cette saison? Enfin, quels sont finalement, comment tu te décrirais comme coach? Je sais pas, soit sur le plan humain, sur le plan tactique.
C'est vrai que pour l'instant, je ne le connais pas forcément très bien, mais déjà au premier abord, très humain avec moi. Et c'est ce qui m'a aussi donné envie de venir. J'ai senti quelqu'un d'humain. Et sur le plan tactique, on travaille beaucoup avec tout le staff. Il n'est pas tout seul. Donc non, un club qui travaille bien et où on travaille beaucoup. Donc je trouve ça vraiment top de pouvoir essayer de tirer le meilleur de nous-mêmes sur le plan physique, tactique. Et puis ils font aussi attention à nous en dehors du terrain si tout va bien. Donc c'est top. Merci Noah. On peut l'applaudir. Merci à vous. Tu vas rester là 2 secondes. Comment ? Tu vas rester là 2 secondes parce qu'on a besoin d'un arbitre pour le prochain jeu. Le prochain jeu s'appelle... Alors on va jouer tous ensemble. C'est Yannick Noah, Noah Cadieux ou les deux. D'accord ? Donc on vous a préparé quelques questions et en cas de doute, tu répondras. Faut que je retrouve mes questions. Moi. En sachant que c'est le public qui joue. Hein. Qu'est-ce que j'ai foutu avec son... Ah, ils sont sur le téléphone. Pardon, bonjour. Alors, je cherche mes questions, vous m'excusez, on coupera ça, évidemment. Déjà, on veut vérifier, il n'y a aucun lien de parenté. Hein. Merci. Donc tout le monde comprend le concept, hein. On joue tous ensemble, il n'y a rien à gagner. Hein ? Peut-être réexpliquer comme pour être sûr que tout le monde ait bien compris. Vous répondez Joachim Noah, Noah Cadieux ou les deux. Tout le monde a compris ? On y va. Nul au lancer franc. Ah, les deux, les gars. Alors, Joachim Noah est nul au lancer franc. Toi, tu tâtes un peu du basket ? Pas du tout ? Un petit peu. Donc, au lancer franc les deux. Non, pas très bon. Pas très bon. Les deux. Relativement grand. Les deux. Tu mesures combien ? 1,91 ? Exactement. Lisez l'affiche. L'important, c'est les 3 points. Vous avez jamais vu jouer Joachim Noah, vous hein ? Donc, non, il est incapable de mettre un lancer franc, il n'a pas commencé à lui mettre 3 points. Il aime le gazon. Non. Non, il joue sur du parquet. Enfin, Joachim Noah, il joue sur parquet. Non. Et enfin, il aime l'herbe. Joachim Noah, on espère que ce soit que Joachim Noah. C'est tout. Merci beaucoup Noah, bravo, on peut t'applaudir. Merci à toi. Eh ben, on va parler de Lille maintenant, justement. Prochain match dimanche, en espérant voir donc Noah sur le terrain. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Ouais. Samedi 17h. J'ai dit quoi ? Samedi 17h. Oui, pardon, excusez-moi. C'est le Grand Prix de Plouer en même temps. Donc, samedi 17h, pas de Wood Van Aert. Terrible. On bifurque sur un autre podcast là. Lille qui fait un début de saison plutôt pas mal, Pierrot. Bah ouais, plutôt pas mal, surtout sur le premier match qu'ils ont fait. Surtout sur le début de match. Après, sur la fin, Brest est quand même revenu dans le match. Après, contre Monaco, c'était un peu plus compliqué. C'était un peu 50-50, mais ils ont su, sur la fin de match, quand même prendre le lead avec un excellent Olivier Giroud, qui va être très compliqué à museler samedi. Et ça me fait extrêmement peur d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un plan anti-Giroud là, pour samedi ? On est d'accord. C'est mission Talbi du coup. Mission pour Talbi. Non mais ouais, j'ai trouvé Lille. Enfin, j'ai vu face à Monaco, surtout en première période. Enfin, une équipe quand même très très costaud. Ils ont vraiment réussi à répondre au match tactique face à Monaco où ça s'est décanté sur la fin. Alors il y a eu un peu de rotation cette saison ils ont perdu quelques jours importants, mais finalement ça s'est pas forcément vu sur le début de saison et face à Monaco. Voilà. En plus, je trouve que c'est une équipe qui sait s'adapter au contexte, c'est-à-dire qu'elle va être très bonne en transition offensive, mais c'est aussi gérer des matchs où elle va avoir la possession et elle va jouer très haut. Voilà, on sait que Genesio c'est plutôt un grand tacticien en Ligue 1 en tout cas. Donc, moi je m'attends à un match très compliqué, notamment au milieu de terrain où ils ont beaucoup de qualité, avec de la jeunesse et beaucoup de qualité technique. Donc ça va être un match compliqué pour Laurent et pour son duo. Bah, moi en tout cas j'espère que il y a 2 ans j'ai vu passer la petite info mais je l'avais en tête, on a gagné contre en début de saison, il y avait un certain but de Laurent Abergel. J'espère qu'il récidivera samedi
Et globalement, Lille, historiquement, ça nous réussit bien en début de saison contre eux à domicile. Donc après, début de saison, les équipes sont pas forcément rodées. Sur le papier, ils sont nettement plus forts que nous, mais je pense qu'on a quand même moyen de créer la surprise parce que on nous a pas vu forcément à notre meilleur niveau contre Rennes, et puis on nous a pas vu à 11 contre 11, donc le match était un peu biaisé. Donc je pense sincèrement qu'on peut créer la surprise samedi. Raph, finalement, ce match de Lille, puisque le match de Rennes, on l'a dit, au bout de 10 minutes, c'est plus... Est-ce que ce sera notre vrai test? Est-ce que c'est pas le premier vrai test si, de la saison? vrai, le tournant de la saison, peut-être même? Non, mais peut-être pas le tournant de la saison, mais en tout cas, ça sera un vrai test, je pense. Il y a un point qui a été énoncé, c'est le milieu de terrain. Je pense qu'en effet, ça va être un vrai combat au milieu, ça va être un vrai test au milieu. En tout cas, moi, je vais surtout regarder ça lors du match. Je vais regarder la tenue, en effet, peut-être de Giroud, mais surtout le milieu de terrain. Je pense que le match va jouer là. Et j'espère qu'on retrouvera le chemin aussi du but avec un tout petit peu plus de précision devant. Puis ce sera aussi un autre test pour nous, c'est avons-nous véritablement une solidité défensive. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on va revérifier parce qu'on n'a pas forcément eu le loisir de le voir jusqu'ici. Donc intéressant à regarder ce match, j'attends ça avec impatience. Alors la nouvelle du jour, c'est que Pablo Pagis ne sera pas aligné samedi puisqu'il est blessé. 4 semaines, tout le monde avait l'info. 3-4 semaines le mollet. Du coup, si on se projette sur la compo que pourrait aligner Olivier Pantaloni, nous, on vous a fait une petite proposition, mais on en discute ensemble. Vous avez peut-être un autre avis. Dans les buts, on a Bingo Camara, ça fait pas débat. Ouais, évidemment, c'est mon gars sûr. Ça fait pas débat. La défense qui devrait être alignée, Igor Silva est pas du bon côté, je crois. Ouais, là, il joue défenseur gauche normalement. Ouais. Bravo. Donc la défense qui devrait être alignée devrait retrouver la même à peu près totalement que contre Rennes. En fait, les questions qui se posent, c'est qui remplace Pablo Pagis? Et on a le choix entre Théo Lebrise. Ouais. Peut-être Noah Cadieux, en fonction du système. Alors après, on est reparti sur le même système que contre Rennes, évidemment. Mais c'est pour ça que je parlais de système tout à l'heure, parce qu'en fait, tout dépend de comment tu veux l'animer. Est-ce que tu veux plutôt quelqu'un qui est vraiment très en soutien de l'attaque, ou un meneur de jeu, ou quelqu'un qui est un tout petit peu plus bas? En fonction des profils, tu choisis pas forcément la même personne. Et du coup, on aurait quoi d'autre? On a aussi Terman, Karim. Ouais, Karim qui n'a pas fait une très forte impression, les gars, contre Rennes. On sait que Olivier Pantalone aime bien. Ouais, après ça reste un premier match. Premier match en Ligue 1, c'est toujours compliqué. Après, je peux te sortir le théorème inverse où on a vu Bonquet innocent mettre Seko Fofana dans sa poche au premier match, et après le reste de son passage à Lorient était moyen, quoi. Donc. Il est mesuré en public, hein, quand même. Les gens pas payés pour ça, hein, Pierrot. Non, mais moi, je suis un peu entre les deux. Donc là, on a mis Théo. Mais c'est vrai que sur certaines oppositions, où finalement il y a un écart de niveau sur le papier qui est un peu plus fort, finalement, voir un milieu de terrain à cette place qui peut finalement faire ce lien entre les deux et avoir une position parfois peut-être défensive où on vient créer un milieu à 3. Parce qu'en fait, le problème de ce système-là aussi, c'est qu'au milieu de terrain, donc c'est une doublette, et donc face à beaucoup d'équipes qui jouent à 3 au milieu, on va être en infériorité numérique. Et donc ça peut créer des problèmes. Donc peut-être pour répondre tactiquement, moi j'imagine bien des fois voir un milieu de terrain qui fait les deux postes. Et je pense que ça peut être intéressant. Et on garde tout de même deux pointes. C'est peut-être 2 pointes qui finalement se repositionneraient. On passerait plus sur un 3-5-2 qu'un 3-4-3. En fait, tu fais jouer 2-8 qui sont capables de se projeter vers l'avant, Avomebong et Noah Cadieux. Mais du coup, ça sacrifie un joueur offensif qui est plus proche de la ligne d'attaque. Et tu mets 2 avant-centres et un Tozin qui est capable de décrocher. Tu as quelque chose de cohérent. Ça plairait à Noah, quoi. Sachant que sur cette compo ici que vous avez sur l'écran, peut-être tout le monde ne sera pas là samedi. Oula. On arrive dans les dernières heures du mercato. Ouais. Donc est-ce que tu paries la maison qu'Arthur Avom est là samedi? Pas la maison. Voilà. Qui est-ce qui est susceptible? On parlera du mercato tout à l'heure, mais là dans le 11 qu'on propose, ils sont 2-3 à être potentiellement... on va rectifier. Ils sont 9-10. Il y a toujours Abergel avec 10 années de contrat.
Bingo Après, Camara qui vient d'arriver. Ouais, on a évidemment Et Kwasi qui vient d'arriver aussi. Kwasi qui vient d'arriver. Le reste, et le gardien. Tout le monde peut partir. Ouais. Bingo Camara. Tout le monde peut partir. Donc voilà notre proposition. Ça vous paraît cohérent? Tout le monde serait parti avec Théo titulaire? Non? Vous auriez mis qui à la place? Non? Non. Parce qu'il faudrait peut-être pas le blesser, Darlin, parce que il y a des sous à récupérer quand même là-dessus. Donc non, Darlin, on en a pas parlé, tiens, qui n'était pas titulaire contre Rennes. Alors il n'était pas titulaire contre Auxerre parce que blessé. Il était pas titulaire contre juste. Rennes non plus. Les 2 matchs pas titulaires. Ouais, et il rentre quand même à chaque fois, histoire de faire monter la valeur peut-être. Non, Ouais, c'est ça, il a pu le garder en condition physique aussi. Il y a quand même. Il a On le fait sait. une bonne entrée d'ailleurs. Ouais. Hein? Il a fait une bonne entrée, Ouais, un peu de punch. Là où à un moment où l'équipe s'était un peu endormie, il a essayé de se montrer aussi. Et, il est plutôt bien entré dans le match. Donc voilà notre proposition de compo. On verra un petit peu ce que propose Olivier Montalon. Et on verra ce que ça donne. On va passer au pronostic. Par applaudissement, qui est-ce qui voit une victoire du FC Lorient? Ok. Pas mal, pas mal. Ils applaudissent aussi, donc c'est plutôt bien. Applaudissements, qui est-ce qui voit un match nul au Moustoir? Moi, le match nul, je signe. Hein. Et une défaite? Au fond de la salle, là. C'est plus timide. Bah écoutez, je vais vous demander vos pronostics, les gars. Pierron, on commence par toi. 1-1. Joli, qu'est-ce qui marque? Sambou avant de partir à Blackburn pour 6 millions? Ouais, je mets Abergel pour la continuité d'il y a 2 ans. Et non, en face, Giroud, je pense que ça va être valeur sûre si tu veux miser Giroud, un petit billet. Giroud, on en fait un cinéma, mais il a raté un penalty. Déjà. Puis il est âgé quand même là. Ça va. Ouais, on va prendre un but de Giroud. Les gars, moi, je vois un 2-2. Match nul. Pardon, excuse-moi, je t'ai pas demandé les buteurs. 4 séries, Stossine. 4 séries, j'ai beaucoup aimé son match contre Rennes. Ah ouais? Ah ouais. Dans l'intensité, dans l'envie, dans le. T'as besoin de ça sur le couloir droit, d'un mec qui te bouffe l'espace. Oui, t'as besoin de. Et puis, moi, j'ai centre au 4e poteau aussi. J'ai préféré Kwasi à 4 séries pour le coup. Je trouve qu'il a. J'ai pas dit que. Oui. Non, mais pour le coup, si on oppose les 2 pistons, j'ai trouvé pour quelqu'un qui vient d'arriver, qui s'adapte au système, j'ai trouvé que la greffe c'était plutôt bien, c'était plutôt pas mal sur les 2 matchs. Costaud, ça tire les corners aussi. Ça tire bien les corners. Ouais, ça c'est intéressant. Donc voilà. Donc je réponds pas à ta question, mais non, c'est pas grave. je vois une écrasante victoire du FC Lorient 1-0 avec un but de Tozin qui va enfin régler la mire. On rappelle que si Tozin était à droit, il serait en première ligue. Hein, c'était notre analyse. Franchement, je pense que si on prend 1 point, c'est très bien. Et parce que derrière, on va jouer contre Marseille. À Marseille. Au Vélodrome. Ce serait pas mal d'en prendre 3. Ouais. Bon, je me mouille pas. On verra ce que c'est. Ok, ça vous dit de jouer un petit peu? Qu'est-ce qu'on a à faire gagner là? Un maillot? On a un maillot? Oui. Celui-là, c'est le maillot de la descente. Non. Toujours pas? Non, c'est le maillot de l'incroyable saison de Régis Pardon, donc on a un maillot à faire gagner. Allez, si vous voulez, on se lève, les gars. Pareil, question de rapidité. Question de rapidité spéciale Lille. D'accord? Là, on va voir. Bon, c'est jouable, c'est trouvable, je pense. Qui est le dernier buteur lors d'une victoire du FC Lorient à Lille? Non. Et puis, pas le droit de jeu. Aliadière, c'est bon, tu peux venir. Bonne réponse, c'était Pierrot en 2017. 2017. Donc, comme quoi, c'est possible de gagner à Lille. C'est parce qu'on a pris valise sur valise depuis que. Quel team? Une fois tous les 10 ans. Team Pierrot. Pierrot, comment tu t'appelles, excuse-moi? Erwan. Erwan va jouer avec Pierrot. Enfin, va s'associer à Pierrot. Deuxième question. Qui est le joueur. Attention à la formulation. Hein, le joueur de Lorient ayant joué le plus de matchs avec Lille? Vannon, non. Alors, c'est un joueur qui est passé par Caen. Milieu de terrain. Qui est passé par la montagne. Ah ouais, c'est bon, tu peux venir. Bravo. Et donc, tu vas jouer avec Lucas.
vu que je parlais de maillots, un petit point sur les nouveaux maillots du FC Lorient avant qu'on commence à jouer, parce qu'on va discuter de ça. Par applaudissement, qui est-ce qui trouve que c'est un triple banger? Ouais. Franchement, ils sont bien. Ils sont jolis, non? Excuse-moi, je t'ai pas demandé ton prénom, pardon? Paul. Paul. Tu aimes bien les nouveaux maillots? Ouais, ils sont pas mal. Oh là. Bon, essaye de pas finir deuxième au grand quiz pour pas le récupérer. Donc ouais, des maillots qui ont rencontré un fort succès, j'en vois plein en ville. Ça n'a pas toujours été le cas au FC Lorient. Il y a eu des sacrés... Comment le formuler proprement, ça? Des sacrés caca-miseta. Des sacrés caca-miseta, des sacrés merdes. Et on va jouer avec les maillots moches du FC Lorient. On va vous montrer des joueurs portant des maillots infâmes. Et le but du jeu, ça va être de retrouver le joueur en question. Donc, Paul, vas-y, mets-toi au milieu pour bien voir. Prends du recul sur l'écran pour bien voir. Donc, le joueur, évidemment, l'identité du joueur sera cachée par un habile subterfuge. On va vous montrer le joueur et vous nous donnez le joueur et le maillot, et vous nous donnez le joueur en question. C'est ça qu'on cherche, d'accord? Attention, il y a des sacs à vomi sous les chaises, il y a ce qu'il faut s'il y a besoin. Donc On y va. Vous allez voir des joueurs, la tête est masquée, il faut trouver le joueur. Oui, c'est ça. Ok. Ils avaient compris. Allez, on y va. C'est parti. Mvogo? Tout à fait. Ouais. Yvon Mvogo qui a pris 5 buts à Lens avec celui-là, on l'a jamais revu. Collection Harlequin. Je sais pas qui a validé ça. Ouais. Bah, il y a bien quelqu'un, mais on l'a toujours Oui, trouvé. il y a bien quelqu'un qui a validé. Mais... Ou alors Umbro pour la déconne a fait. Bon. Pas terrible celui-là, on est d'accord? T'aimes bien? Difficile à porter en soirée ou un mariage, c'est compliqué. Donc c'était Yvon Mvogo, très bien. Un point pour Erwan. Un point pour Erwan. Mais ok, on passe au suivant, ça se complique. Alors nous avons Jonathan de la Place, on en a parlé tout à l'heure. Courtet? Non. Mais c'est l'époque. Thomas Fontaine? Lindsay Rose. Non. Lindsay Rose. Très bonne réponse. Voilà, le maillot écaille. Je sais pas s'ils en ont vendu beaucoup. Ils en ont vendu beaucoup, on me dit. Bon, bah, les goûts, les couleurs, quoi. Et le maillot blanc qui est parti tout à l'heure avec le candidat précédent. On continue? C'est parti. Mesloub. C'est là. Donc, c'est qui a répondu en premier? Paul. Ouais. Walid Mesloub, plaque tournante du FC Lorient, même de Lorient en général. Et qui a porté ce super maillot Adidas entraînement. Très bonne qualité de distribution. Très bonne qualité. La prochaine, attention, il y a un piège. C'est le même maillot. Mandanda. Et c'est Steve Mandanda, bonne réponse. Donc Adidas nous avait filé les maillots de gardien de Marseille, donc zéro respect. Là, franchement, c'est la loose intégrale. Qui a pris le point, là? Parce que ça compte. Hein. Donc, qui compte les points? 3, ouais, 3. 3, d'accord. Et il me semble qu'il en reste un dernier. Ou Deux. deux. Non, deux. Non, 2. Oui, Gamero. Kevin Gamero, très bien. Alors, Jérémy Morel n'est pas là ce soir. Mais on a sous nos yeux une légende du FC Lorient. Ce serait quand même costaud que cette légende soit dans la salle ce soir. Eh bien, nous avons avec nous ce soir ce maillot infâme de la légende du FC Lorient. Qui a cru à Gamero? Magnifique, on peut l'applaudir. Alors sachez que Fabien Audard l'a porté en violet, en rose. Toutes les couleurs. Enfin, en jaune aussi, je crois. Et je pense que celle-là, c'est la pire. On est à 4-1 là, c'est ça? Ah, c'est râpé. Ça va être compliqué. Hein. C'est râpé. Et le dernier, alors là, attention. Fermez les yeux des enfants, c'est violent. Le célèbre maillot chocolat. Abriel? Non. C'est bon aussi? Vas-y. Vairua. Marama Vairua, le pauvre. Donc, qui se retrouve à poser pour ça. Tu peux passer la petite slide. Voilà, donc ça devait sûrement représenter un filet ou du carrelage. Des panneaux solaires. Je sais pas. La Trinitaine s'est peut-être mis à faire de la céramique, on sait pas. Duharig, ils en ont pondu des sacrés... Alors Duharig, c'est une marque de Lyon qui a un peu disparu, j'ai l'impression, du championnat de France. Non? Je sais pas, bon, en tout cas avec ça, ils méritent. Donc voilà, pas terrible. Ça, je sais pas s'ils en ont vendu. Audard a joué avec celui-là aussi. Allez comprendre. Ben voilà, c'est tout. Bravo à Erwan.
Paul. À Paul, ouais. À Paul, bravo, tu repars donc avec ce superbe maillot. Bravo. Il y a d'autres maillots dont vous vous souvenez qui n'étaient pas extraordinaires? Hein? Lequel? Celui de l'année dernière, lequel? Le Glaze? Non, je sais pas. Oh, il était bien celui-là. Lequel tu dis l'année dernière? Parle plus fort. Oh, il était bien celui-là. Bon, quand même. Non? Moi, j'aimais bien. Ouais. Après, bah, c'est les goûts, les couleurs. Hein. Après, on va pas discuter de ça. Ok, je reprends mes petites notes. On va parler mercato. Ça vous dit de parler mercato un petit peu? Bon, Raph, un petit point mercato. C'est pas compliqué. On n'a pas de sous. On n'a pas de sous. Alors, on voit passer partout, sur les réseaux sociaux, dans la presse, c'est le bordel, on n'a pas une équipe de Ligue 1 et on peut rien faire. Mais on n'a pas de sous. Donc, ceci explique cela. Pierrot, un mercato assez lent, même s'il y a eu quelques signatures en début d'été, mais là, ça se... Bah, t'es dans un mercato où, comme tu l'as dit, il n'y a pas d'argent, où t'es obligé un peu d'attendre certaines ventes de joueurs avec soit une grosse valeur marchande, soit un gros salaire qui ne rentre pas dans les plans de jeu du coach. C'est souvent des joueurs qui sont un peu mis de côté, donc moins mis en valeur, donc forcément plus difficile à faire partir. Et le contexte économique à Lorient, il n'est pas propre à Lorient, il est propre à tous les clubs de Ligue 1. Donc la majorité des joueurs, généralement, que tu achètes ou tu vends, c'est en France. Et comme en France, il n'y a aucun club qui a forcément le budget. Forcément, le mercato, il tourne au ralenti. Ouais, puis tu le vois sur certaines signatures. Bon, il est là, c'est pas pour ça que j'en parle, mais on a parlé avec les gars de Rodez, du podcast, enfin des supporters de Rodez. Le tarif pour Noah Kadiou, 1 million d'euros environ, on avait trouvé ça hyper bas, eux aussi, mais c'est aussi la réalité du marché actuel, quoi. Bah, clairement, après, pour le coup, tant mieux pour nous. Après, si nous, on veut faire partir des joueurs ou vendre des joueurs, forcément, ils ne seront pas des prix auxquels tu pouvais vendre il y a 2-3 ans. Donc, c'est un peu... d'un côté, tu peux bénéficier d'avoir des joueurs de qualité à pas trop cher, mais de l'autre, tu vas devoir peut-être vendre des bons joueurs à moindre coût, alors que tu aurais pu les vendre plus cher avant. Après, si tu fais le choix du sportif et de garder les joueurs toute la saison, sportivement, tu es gagnant. Après, financièrement, je ne suis pas sûr. Après, il y a aussi un contexte, mais du coup, qui est aussi à tous les clubs français, c'est que finalement, les salaires qui étaient donnés peut-être il y a 2, 3, 4 ans, aujourd'hui, beaucoup de clubs ne sont plus capables d'assumer. Et donc, finalement, c'est difficile. Il y a cette difficulté de rotation, en tout cas en inter-championnat de France. Donc, ça bloque sûrement certains transferts aussi. Donc ça, c'est, je pense, un dossier qui est compliqué à gérer pour les boards de tous les clubs. Alors, si on fait un petit point sur les besoins d'Olivier Pantaloni, qui l'a répété plusieurs fois dans la presse, et pas ce soir, Olivier Pantaloni a dit qu'il a besoin d'un joueur par ligne. Donc un gardien, on en a déjà parlé. Vous considérez qu'on a besoin d'un gardien? Enfin, il est mieux placé, il n'y a pas de souci, mais est-ce que c'est le poste prioritaire pour toi, Raph? Je pense qu'on a besoin d'autre chose que d'un gardien. Donc toi, priorité, qu'est-ce que tu proposerais? Je serais tenté de dire... J'aurais répondu défense centrale, je pense, il y a quelques temps. Mais au vu de ce qui peut se tramer, est-ce qu'on a besoin d'un neuf? Je sais pas. En tout cas, je pense que peut-être plus sur le secteur offensif. Plus qu'en défense centrale? Parce que là, en fait, franchement, le choix de la raison, ce serait de prendre un DC, en vrai. Parce que tu as, là, dans ce moment, dans les 3 qui sont titulaires, tu as Monta-Talbi, Formose Mendy, dont on a vu les limites en Ligue 2. Ça ne veut pas dire qu'il va faire une mauvaise saison. D'ailleurs, Lucas a annoncé le contraire. Et tu as Faye qui vient d'arriver. On ne va pas juger en 30 minutes, ce serait Toto, mais qui était plutôt intéressant. Et il reste sous contrat Touré. Et oui. Et Nathaniel Adjei. Donc il y a du monde en fait. Non, et bien sûr. Après, c'est soit des joueurs qui n'ont peut-être pas la capacité à revenir, ou tout simplement qui seront pas utilisés. Ouais, mais par exemple, un Isaac Touré, tu vas pas, il est blessé, tu vas pas le vendre. Ça reste un actif qui se déprécie, les financiers ici apprécieront. La seule façon de pouvoir
revaloriser ça, c'est en le faisant jouer. Du temps de jeu. Ouais. Donc finalement, est-ce qu'il n'a pas tout intérêt à se remettre à l'endroit et prouver qu'il a le niveau Ligue 1 ? Si lui veut partir du club, il a tout intérêt à aller chercher une place de titulaire, à être performant et d'avoir des opportunités de sortie au prochain mercato ou l'été prochain. Dans l'état actuel, il revient de blessure tout juste. Je pense pas qu'il y ait un club qui va venir le chercher en transfert ou en prêt, un joueur blessé en fin de mercato. Enfin, ça m'étonnerait. Donc je pense que si je pense que pour moi, il a jusqu'à janvier pour essayer de rentrer dans les plans, comme l'a pu faire Jean-Victor Makingo l'année dernière. Il était annoncé entre guillemets dans le loft, il est quand même revenu en cours de saison et il a été intéressant en fin de saison. Donc je pense qu'il a tout intérêt de faire la même chose. Après, il y a un autre sujet, c'est que on a du nombre en défense centrale, mais qui a le pédigré de joueurs capables en Ligue 1. Moi, j'en vois qu'un seul à date, c'est Montassar Talbi en défenseur central. Les autres doivent prouver aussi qu'ils sont capables de s'intégrer à la fois à l'effectif et aussi d'avoir le niveau en Ligue 1. Tu peux mettre exactement le même argument. On a de la quantité et on a besoin de renforts avec de l'expérience. Tu peux les mettre devant. Puisque devant, tu as Aigun Tozin, Mobamba, Sambou, Soumano. Bamba Dieng. Et Bamba Dieng, je savais bien qu'il en manquait un. Et 4 joueurs qui. Bamba Dieng, c'est un peu particulier, mais puisqu'il a déjà joué en Ligue 1 et il avait été plutôt correct. Pas avec nous, mais il avait été plutôt correct. C'est des joueurs qui n'ont pas prouvé encore en Ligue 1, même si la demi-saison de Mobamba en Ligue 1 avait été quand même stratosphérique. Moi, je trouve que Bamba valide quand même un demi-ticket en Ligue 1. Quand même. Ouais. Donc finalement, sur les besoins, Lucas, vas-y, pardon. Non, moi je rejoins plutôt. En fait, c'est finalement aussi, on ne pourra pas faire les 4 postes qu'on a ciblés. Donc finalement, c'est de faire des choix. Moi, je suis plutôt dans l'idée que finalement, en défense centrale, on vient de le dire, il y a peut-être des joueurs qui peuvent revenir progressivement. Donc, moi, j'irais plutôt sur le gardien. Voilà. Pour moi, c'est un poste hyper important. Et comme chaque poste, mais finalement, un très bon gardien, ça permet le maintien pour beaucoup d'équipes. Voilà. Donc, pour moi, c'est un poste hyper important. Et sur les dernières saisons, les saisons où on est descendu, finalement, il y avait peut-être des problématiques à ce poste-là. Et même des très bons gardiens, parfois, comme Lecomte, par exemple, sur l'avant-dernière descente, qui était un très bon gardien. Il avait craqué peut-être mentalement. Ouais, bien sûr. Donc voilà, je pense que voilà, c'est bien d'avoir 2 gardiens qui se challenge, comme j'ai dit tout à l'heure, et avec frais dans la tête pour une saison qui va être très difficile. Finalement, à date, la seule ligne qui est, tu dis, on peut partir en Ligue 1 avec ça, c'est au milieu. Mais encore une fois, t'es pas à l'abri qu'il t'en manque un début de semaine prochaine, quoi. Donc, en fait, très compliqué. Encore une fois, tout dépend du système, mais tu as peut-être aussi un tout petit peu moins de profondeur, quand même. Si tu considères que tu as besoin de 3 vrais milieux, même si là, aujourd'hui, tu en as 2 dans le système, pour l'instant, de vrais milieux de terrain, t'as pas non plus une énorme profondeur. Je trouve qu'il y a plus de profondeur en défense centrale, finalement, peut-être moins en qualité. Mais au final, au milieu, il suffit qu'il y ait une mauvaise nouvelle sur un des 3, t'es très rapidement à court. Donc je pense que Pantalone, quand il dit je veux des renforts sur les 4 lignes, c'est parce qu'il sait qu'une saison de Ligue 1 ça va être compliqué, rude, et qu'il aura sûrement de mauvaises nouvelles au cours de la saison. Là on le voit tout de suite aujourd'hui, 4 semaines pour Pablo Pagis, c'est quand même une des solutions de rotation prioritaire. Celle-là fait mal. Ouais, clairement. Donc ce genre de choses, ça va forcément arriver malheureusement, quoi. Donc, Après il y a un marché qui est peut-être pas encore beaucoup évoqué, et ça va peut-être s'intensifier, je pense, à la clôture du mercato, c'est le marché des joueurs libres, qui circulent, et finalement je trouve que cette saison il y en a beaucoup plus que les autres années, parce que justement au niveau des salaires, etc., donc peut-être certains joueurs sont pas prêts à faire des efforts et sont peut-être prêts à le faire à partir de septembre, donc peut-être qu'il y aura un marché sur les joueurs en fin de contrat, enfin joueurs sans contrat. Ouais. La dernière fois, j'ai vu qu'on a fait le marché des joueurs libres à la fin du mercato. Tu fais Siani, Ali Adier, Mvouemba, et à la fin de la saison, tu descends. Donc, Bon, on a fait Bingo Camara cette saison qui était libre. Oui, mais je parle en fin de mercato. Quand tu trouves pas de solution, tu reprends. Alors, en parlant de joueurs libres, de salaire et qui trouvent pas de projet qui lui va bien, la petite rumeur du jour, c'est Yvon Vogo qui reviendrait à Lorient. Finalement, le projet, en fait, j'avais mal compris.
J'avais pas compris. Bon, c'est pas le maintien, j'avais compris autre chose. Donc finalement, pourquoi pas, ça me dirait de revenir. Donc, à la limite, s'il y a un manque d'imagination dans le board Lorientais, on a des propositions. Alors donc, gardien de but, Yvon Vogo, pas de problème. Défenseur central, on a Julien Laporte. Il était libre là, il n'y a pas très longtemps. Il est à Montpellier. On sait qu'il aime pas la chaleur. Donc il va faire 2 matchs en août, il va être cramé. Choix très étonnant du coup. Voilà. Donc peut venir. Milieu de terrain, on a Julien Ponceau. Voilà, milieu de terrain polyvalent. Voilà. Julien Ponceau. Là sur la photo, on sent que le régime espagnol lui a... Il faut arrêter les patatas bravas. On va dire que c'est le... Je sais pas si Tony est quelque part, mais c'est de l'angle du photographe qui était pas ouf. Et Junior Croupi, qui joue pas en Angleterre, donc autant aller le chercher. Et puis en plus, c'est un club avec qui il y a des bonnes relations. Donc voilà, des petites propositions si le board Lorientais nous écoute. On a ces petites propositions-là. Ça vous paraît, pour revenir sérieusement, le retour d'Yvon Vogo? Quelqu'un veut réagir là-dessus? Non? Oula, c'est bien calme. Non, mais nous, on va en débattre vite fait. Loïc Ferry lui met un tacle dans la presse, déjà. Tu te dis, les relations sont pas au beau fixe. Lui, on sait que c'est un gardien ambitieux qui veut être titulaire avec la sélection et qui veut jouer dans des clubs UP, et c'est son droit. Finalement, il trouve pas, il revient. Ça renvoie pas une super image, en tout cas, Lucas. Bah non, c'est ça. Enfin, dans une saison qui va être très compliquée, bien sûr, on s'attend à des joueurs qui croient en le projet qui est porté par le club et qui vont s'investir totalement. Alors, j'ai pas de doute que s'il y a un retour d'Yvon Vogo, il va s'investir totalement. Mais finalement, quand il y a eu cette dilettante pendant 2 mois et finalement, nous... il y a beaucoup de difficultés à trouver un gardien puisque c'est un marché assez fermé où finalement les gardiens restent souvent longtemps dans les clubs. Mais il y a eu beaucoup de mouvements de gardiens cet été quand même. Ouais, c'est vrai. Moi, je m'attendais à ce qu'il trouve un club, mais est-ce qu'un club au niveau de ses ambitions, je suis pas sûr parce qu'on l'a quand même vu en Ligue 2 l'an dernier. Sur sa ligne, il n'y a pas grand-chose à jeter. Le reste, c'est quand même compliqué. Le jeu au pied qui est aujourd'hui... Et Pierrot adore ça, qui est hyper important pour les gardiens. Le jeu au pied, il est compliqué, quoi. Sortie aérienne aussi. Ouais. Sortie aérienne. Après, pour moi, c'était un gardien qui était plus que correct oui. en Ligue 1. Donc pour moi, le niveau Ligue 1, il l'a. Donc après, voilà, c'est acceptation. Et bon, comme on est dans un contexte aussi très compliqué, est-ce qu'on peut se permettre de refuser de reprendre un joueur certes, peut-être il croyait moins le projet, il voulait autre chose. Mais d'un autre côté, il n'a jamais mis un mot de travers forcément sur le club, etc. Donc, je suis un peu partagé. Donc, voilà. Sur Julien Laporte, on se remet au mois de... C'est en juin que ça s'est goupillé. Ouais, bon, il est libre. Il veut un contrat longue durée, on va dire, de 3 ans. Et le club lui propose un +1. Ça lui va pas. Bon, personne l'oblige. Il pouvait l'accepter s'il avait vraiment envie de rester aussi. Hein. Mais bon, il choisit de partir. Mais tu te retrouves le 28 août à chercher un central avec de l'expérience. Tu partais avec Talbi Laporte en charnière, toi, en Ligue 1 ? Oui. Bah oui. Ça, la première année, Régis Lebris était alignés ensemble, ça fonctionnait très bien. Ça fonctionnait très bien l'année dernière, donc pour moi, ça faisait aucun doute sur le fait de repartir avec, parce que tu avais quand même un joueur sous le coude qui a joué en Ligue 1. Là, tu as été chercher des joueurs qui n'ont pas forcément d'expérience dans une première ligue européenne, parce qu'il a joué que 6 matchs, je parle de faille en Suède, donc c'est un gros pari que tu prends. Après, si ça fonctionne, on dira chapeau à Laurent Koscielny et à toute l'équipe de recrutement, parce que fallait sortir un joueur comme ça, faire une grosse saison, mais par facilité, ouais, j'aurais forcément gardé Laporte, parce que c'est au moins une valeur sûre pour le club, et il a quand même prouvé qu'il avait le niveau en Ligue 1, même si c'était friable par moment. Et Julien Ponceau, bon, ça fait une éternité qu'il était au club, puisque la préformation, non, hein, juste formation, il me semble. Non, préformation. Préformation aussi. On peut aussi comprendre qu'il y a une envie de... Bah ouais, de voir peut-être autre chose à un moment donné. Ouais, alors, voir Valladolid, on souffle un peu quand même, mais oui, vouloir voir autre chose et un nouveau challenge. Et puis Junior Croupi, bon, ça va être depuis le mois de janvier qu'il partait. Le transfert a été fait en janvier. La première ligue, bon, c'est un saut peut-être un peu fort. Là, c'est tout. Il n'a pas joué. Il a joué 5 minutes, je crois, sur 2 matchs, mais c'est le début. Il faut lui laisser le temps. Il est jeune. Il a joué 60 minutes en Coupe de la Ligue hier. Après, il fait face à une forte concurrence en attaque à Bournemouth.
Donc est-ce qu'on serait supposé de le revoir dans la saison, peut-être en janvier en prêt si... Oh, c'est ma hot take après ça. Ah ouais, bah tant pis. Et en vrai, si ça joue pas beaucoup à Bournemouth, bah le prêt, un petit prêt à Lorient, franchement, moi, je suis pas contre. Hein. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur le mercato. On n'a aucune info mercato pour vous. De toute façon, tout se passe très discrètement sous les radars. Les clubs anglais vont venir comme des rapaces très rapidement pour récupérer des joueurs face à un club aux abois. Des clubs aux abois. De toute façon, on n'est pas le seul club de Ligue 1 évidemment dans cette situation. En tout cas, lundi soir, 19h sur Twitch, on va vivre ensemble la dernière heure du mercato et on débriefera ça pendant 1 heure. On espérait voir les petites notifs tomber ce soir. Bon, visiblement, il ne se passe pas grand-chose. De toute façon, les 2 qui sont là ne risquent pas de partir, donc tout va bien. Et puis on verra ça ensemble, sans transition. Un jeu dont on a pensé faire ça cet après-midi, vraiment sans transition, c'est frère, cousin ou père. On vous donne des joueurs, vous nous dites s'ils sont frères, cousins ou père. On joue ensemble, il n'y a rien à gagner. Vous répondez comme ça. On commence facile. Benjamin et Enzo Janton. Père et fils, très bien. Peut-être pas ouf ce jeu en fait. André et Jordan Ayew. Frère, bonne réponse. Fabien et Bertrand Robert. Cousin, bonne réponse. Il y avait un piège. Ah non, il n'y a pas de piège, c'était dans le titre. Yves et Bernard Bougère. Frère, bonne réponse. Élie Croupi et Élie Croupi. Père et fils. Joris et Sylvain Marvaux. Stéphane et Sigamari Diarra. Rien du tout, c'est homonyme. Homonyme. Frère, non, homonyme. Voilà, c'était un petit jeu comme ça pour s'amuser. Avant de passer à la suite, nos petites... C'est les pronos, on n'avait pas des hot takes à faire? Pour les hot takes, si on n'en a pas, c'est pas très grave. Pronos de fin de saison. Tiens, où est-ce que tu vois le... Pardon, à l'applaudimètre, qui est-ce qui voit le FC Lorient maintenu en fin de saison? Ouais. Tout le monde est d'accord ici? Oui. Oui. Qui voit le FC Lorient maintenu sans les barrages? Allez. Okay. Finalement, tu es dans un championnat avec 5-6 équipes. Quand tu vois Angers, quand tu vois Le Havre, Metz, Auxerre qui nous a battus, même Nantes. Après Nantes, attention à la dynamique. Qu'est-ce qu'on peut mettre encore dans ce championnat? Qui est-ce que vous mettez dans le championnat des... Ouais, Toulouse. Ils ont pas 6 points, Toulouse? Ah, ils ont gagné leurs 2 premiers matchs quand même. Ouais. Brest, ouais, bien sûr. On oublie Brest. Non, mais il y a la moitié de la Ligue 1 qui ont des fragilités là aujourd'hui. Ouais, donc finalement, tu es quand même, Lucas, dans un scénario où ça passe. Si tu es sérieux, ça peut le faire. Quoi. Bah, ça, c'est un peu une saison de transition avec aussi les droits TV. On vient d'évoquer là depuis 1 heure finalement les problèmes financiers de chaque club. Donc, on parlait de conclusion hâtive. Là, c'est encore dur de juger les équipes, juger le niveau. Finalement, il y a quand même beaucoup d'équipes, je trouve, qui ont réussi à garder des joueurs importants, des joueurs clés que finalement, il y a peut-être 2 ans, elles auraient perdu parce que finalement, il y avait plus de moyens financiers et du coup, s'il y avait finalement les très bons joueurs des plus petits clubs de Ligue 1 allaient vers les gros clubs français. Là, je trouve qu'il y a une certaine stabilité quand même et un marché qui a été plus compliqué, donc ça va être intéressant à suivre. Ok, bah du coup, on va... Ah oui, championnat. On va suivre ça avec intérêt. Ça se passera contre Lille dès samedi 17h. On fait le quiz final. Ça vous va? Donc là, vous allez tous pouvoir jouer. Un QR code, la petite promo, elle est déjà faite, ça tombe bien. Un petit QR code va s'afficher, vous vous connectez. D'accord? Le temps que tout le monde se connecte, les gars, je vais vous demander vos hot takes pour la saison. Donc, vos prédictions, en bon français. Prédictions osées. Quelle est ta prédiction osée, Lucas? Alors, moi, donc on a un certain Aïgoun Tozin sur le front de l'attaque. Tout à l'heure, tu m'as fait une petite transition où tu as dit, finalement, s'il était très fort devant le but, il serait en première ligue. Et moi, je pense que il y a l'aspect technique, mais aussi l'aspect mental. Et je pense qu'il va passer un cap cette saison, techniquement. Voilà, il va prendre confiance en ses capacités et ça va être notre meilleur scoreur, ou en tout cas but plus passe D cette saison, joueur le plus décisif. Meilleur scoreur? Enfin, en tout cas, okay. But plus passe D, okay. Ça va être notre joueur le plus décisif. D'accord.
Une prédiction osée, c'est le principe. Pierrot? Malheureusement, Avomebong finit pas la saison. Il part en janvier. C'est pas une prédiction osée, ça c'est. Ah, mais je fais plus de prédictions osées. J'ai déjà dit Bamba Dieng. Donc Avomebong, il finit pas la saison, il finit le mois d'août, le mois de septembre pardon, ou il part au mois de décembre. Ah, janvier. Hein. Janvier. J'ai du mal à croire qu'on arrive à le garder, malheureusement. Je pense que ça va aussi dépendre un peu de ce qui se vend là ces jours-ci. Tu arrives à vendre un ou deux joueurs? Je pense que ces jours-ci, tu as peut-être moyen de le garder, mais s'il commence à performer en Ligue 1 et qu'il fait 6 bons premiers mois... Puis il y a un premier passage des NCG en décembre. Oui, donc forcément, si ça se passe mal, tu vas être obligé de vendre beaucoup. Voilà, donc, pas mal. T'as hot take, Raph? Ma hot take, ça va être en défense, avec une performance. On va prendre moins de 42 buts. C'est pas mal. Ouais. C'est une défense qui nous maintient en Ligue 1, ça. Normalement, ouais. Et moi, ma prédiction osée, c'est que Eli Kroupi revient en janvier en prêt pour finir la saison. Ok, tout le monde est connecté? C'est bon? Les anciens en font aussi? Voilà. C'est parti. Donc vous vous connectez. Alors. Normalement, là, il y a 120 personnes qui jouent. 120? 120. Quand vous validez la réponse, n'oubliez pas d'appuyer sur valider juste en dessous. C'est un peu moins pratique que les caouts que vous connaissez tous, mais c'est aussi moins cher. Donc, on est parti là-dessus. Donc, vous avez 20 secondes pour répondre. À gagner. Mais bien sûr, donc 20 secondes, mais c'est bien sûr c'est le plus rapide qui sera aussi récompensé sur la durée. Et surtout, n'oubliez pas de confirmer. Et oui, confirmez vos réponses. À gagner ce soir, le maillot domicile du FC Lorient, offert par le FC Lorient, avec le petit Pachelin qui va bien en applaudir. Et le fameux maillot. Le fameux maillot sœur. Tout noir, très sympa. Également patché. Petit patch Ligue 1, très bien. Ouais, c'est maillot des pros. Offert également par le FC Lorient. Et dans le troisième lot, le Cinéville vous offre 5 places pour je pense la séance de votre choix. Pour la séance de votre choix. On remercie le Cinéville. Donc, alors, il faut savoir que les 2 premiers vont jouer un super duel. Les 5 dernières questions? Les 4 dernières questions? Ouais, non. Parce que j'ai rien prévu d'autre. D'accord. Okay. Les 4 dernières questions. Donc les 2 premiers viendront. On arrête le compte à la 16e? On n'est pas obligé. Non, on va jusqu'au bout. Le premier pourra choisir parmi ces 3 lots et aussi par ordre dégressif. Est-ce qu'il y en a qui galèrent encore à se connecter? C'est bon? 129 personnes. Ok, c'est bon. On a vendu 160 places. Où sont les 30? Ils ont peur de jouer. Ils ont payé. On va partir. Soyez prêts. Donc évidemment, les questions vont par ordre croissant de difficulté. On commence assez simple normalement. Le FC Lorient, qui fête ses 100 ans en 2026, a été créé en 1906, 1826, 1926 ou 1925. Il vous reste 3 secondes. N'oubliez pas de valider. Hein. Allez pas perdre des points sur celle-là, s'il vous plaît. Ouais. C'est bon. Deuxième question. On part sur la deuxième question, c'est parti. Par quel club n'est pas passé Jérémy Morel? Le FC Lorient, l'US Montagnard, l'Olympique de Marseille et le COSFA Antananarivo. Qui est le club des forces armées de Madagascar. On aurait aimé en parler avec lui, de son passage là-bas, ou non, on ne sait pas. Et on ferait peut-être qu'on donne les bonnes réponses une fois qu'elles sont passées. En sélection en tout cas. Donc la bonne réponse avant, c'était évidemment 1926, et là c'est le COSFA Antananarivo. De tête. Ça. Ouais. Par quel club n'est pas... Bah non. Suivante. On continue. Aïe aïe. Il y a eu un bug là? Non, c'est bon. Dans quel club n'a pas évolué Noah Cadieux, Quevilly, Nîmes, Rodez ou Boulogne? Je vais essayer de trouver. Et la réponse était bien évidemment... On va lui demander. Où est-ce que tu n'as pas joué, Noah? À Nîmes. Tout le monde a bon? C'est bon? En même temps, je crois qu'il n'y a plus de club. Hein. Là, c'est fini. À Nîmes, bah oui, bah, il risque pas d'y rejouer. On continue. On y va.
Quel joueur brésilien a été mis sur le banc par Stéphane Pedron? Rivaldo, Ronaldinho, Rai ou Bebeto? Ça cherche. Change de page. On continue et donc la réponse est Ronaldinho. Oui, tout le monde le savait quand même. Ah non, je crois qu'il y a beaucoup d'erreurs là. Luis Fernandez, grande entraîneur. On continue. Vas-y. Alors. Qui n'a pas joué lors du FCL Clermont en mai 2024 pour le 5-0? Donc là, on passe au niveau moyen. D'accord? Donc qui n'a pas joué? Imran Louza, Gédéon Kaloulou, Badreddine Bouanani ou Ayman Kari. Des noms qui sentent bon la relégation. Pour certains. Oh non, non. Non, mais respect pour Gédéon. Respect pour Gédéon. C'était évidemment pas pour lui que je pensais à ça. Et la réponse était Ayman Kari qui était blessé et qui sa carrière a décollé depuis. Blessé toute la saison. Ouais. Justement, c'est un joueur libre. Voilà. On continue. Combien de victoires consécutives pour le FC Lorient face à Rennes? Alors, si vous avez lu la presse cette semaine, normalement, vous avez la réponse. Puisque c'est le chiffre le plus... On a skippé la meilleure question, putain. Et la bonne réponse était 5. 5, c'est bien. On continue. Sur 8 pénaltys tirés en Ligue 1 avec le FCL, combien en a réussi Benjamin Mukanjo? 0, 2, 6 ou 8? Ouais. Il était bon, mais est-ce qu'il était si fort que ça sur les pénaltys? J'ai ma... 6, ça murmure 6. Allez, de 3 secondes, n'oubliez pas de valider. Eh ben, il en avait réussi 8. 8 sur 8. Bravo. Pas mal. On continue. Quel est le dernier club contre qui le FC Lorient s'est imposé au tir au but? Eh oui. Bastia, RC Lens, US Alençon ou le Stade Rennais? Et donc c'était le SC Bastia, Coupe de France 2022-2023. Et derrière, on sort au tir au but contre Lens. Et ouais. On continue. Quelle est la date exacte de création du FC Lorient? Est-ce le 1er janvier 1926, le 2 avril 1926, le 1er mai 1926 ou le 2 mars 1926? Si vous n'avez pas répondu 1926 à la première question, ça sent mauvais. Et donc c'était le 2 avril, très bien. 2 avril, ouais. On continue à se plonger dans l'histoire du FC. Continue. Vas-y, Raph. Pour son premier match professionnel, qui joue le FC Lorient le 19 août 1967? Contre qui joue le FC Lorient? Ouais. Boulogne, USL Dunkerque, AS Cannes ou le bataillon de Joinville? Tous ces clubs étaient dans la division. Hein. Et on n'a rien inventé. Et donc Julien? C'était Boulogne-sur-Mer le premier match. En pro. Derby de pêcheurs. C'est pas une vanne. Allez, on continue, c'est pas fini. Quelle saison a été la... Alors, pardon. Petit problème technique. Ah bon? C'est bon. Quelle saison a été la plus prolifique pour Kevin Gamero au FC Lorient avec 22 buts? 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012. Donc c'était 2010-2011, 2011-2012, il était déjà parti au PSG. Pour info, le premier but en pro du FC Lorient, j'ai oublié de le citer, la petite anecdote, c'est Roland Guillas à la première minute, donc ça démarrait plutôt bien. On continue. Combien de joueurs formés au FC Lorient ont joué en Série A? Pas facile.
Si. Ah ouais Pardon, 3, 4, 5 ou 6, franchement si. Ah ouais? Avec un peu de culture foot, ouais. D'accord. Sans mettre de la pression. Il faut réfléchir assez vite. Alors, qui? Déjà, on va citer les noms. Qui ça? Mario Lemina, c'est bon à la Juve. Matteo Guendouzi à la Lazio. Qui ça? Armand Lorienté, il n'a pas été formé à Lorient. Enzo Lefebvre à la Roma. Il vous en manque un. À Udinese. Seko Fofana. Bonne réponse. Donc c'était 4. Pas mal, j'aime bien cette question. On continue. Quel est le plus jeune buteur de l'histoire du FC Lorient en championnat? Jocelyn Gourvenec, Elie Junior Copri, Ramon Ramirez ou Julien Ponceau? C'était con. Bah non. Ah non. non. Une idée? Non. 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 C'est... Non. Non. Ramon Ramirez contre Sedan. Il avait, j'ai noté ça quelque part, 16 ans et 15 jours. Petite anecdote, le joueur le plus âgé à avoir marqué pour le FC Lorient, c'est... Non. Qui ça? Non. Qui ça? Non. Non plus. Ludovic Giuli contre Sedan aussi. Voilà. Petite anecdote à ressortir en soirée ou en date. On continue. Toujours on se plonge dans l'histoire du FCL. Raph, Quel vas-y. club remporte la Coupe de l'UEFA en 2003 disputée par le FC Lorient? FC Séville, FC Porto, Celtic Glasgow ou Boavista? Si vous êtes un vrai fan de foot, vous êtes allé voir Boavista jouer. Et donc, c'est le FC Porto qui bat le Celtic Glasgow à Séville. Voilà. Boavista a été éliminé en demi-finale. on continue, donc on est à la 16e question. 16e question, ouais. Donc on approche de la fin, ça se complique. Ouais, c'était déjà hyper simple. Quel est le nom du bar où a été créé le FC Lorient? Le Café Éon, le Tillane, chez Jean ou le Caire Tavarde? Et donc Julien, c'est le Café Éon. Voilà. Très qui bien. était je ne sais pas où. Je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont connu ici. Bourpif est pas là. Ouais, il aurait est pu pas là nous pour aider. témoigner. Café Éon, ouais. on continue, on passe à la 17e question. Toujours dans l'histoire du FCL. Hein. Quel était le stade dans lequel évoluait le FC Lorient avant le Moustoir? Le stade de Lorient, le parc des sports, le stade municipal ou le parc des Indes? Quelqu'un a la réponse? Parc des Sports, très bonne réponse. Le Parc des Sports. Vous noterez l'originalité des autres propositions qui sont sorties de mon chapeau. Là, maintenant, on va voir les vrais. Là on rentre dans les trois dernières questions. En 1932, contre quel club hongrois s'impose le FCL en match amical? Attends, on n'a pas fait 50 matchs européens, il faut les connaître. Ferencváros, le MTK Budapest, Vasas SC ou le Kispest Budapest? Quelqu'un a la réponse? Hein? Non, c'est le Kispest Budapest. Voilà. Voilà. Je sais pas quoi vous dire. Merci Julien pour cette question. Bah oui, mais attends. C'est sur le site officiel du club, faut lire les mecs. C'est pour l'élite, là. C'est pour l'élite des supporters. Faut vraiment qu'on contrôle mieux Julien sur les questions quand même. Bah attends, c'est un quiz pour les passionnés. Attention, on rentre dans les deux dernières questions, ça va aller très vite. Quelle équipe ayant remporté 4 Non, ayant terminé à 4 points du FCL en 1998-99 est qualifiée pour la Coupe Intertoto? Metz, Auxerre, Bastia ou Toulouse. Donc Lorient descend pour un but, encore une fois. Et qu'est-ce que j'ai formulé ça moi? Il y a une équipe qui termine à 4 points de Lorient et qui va jouer la Coupe Intertoto. Et donc c'était
Le FC Metz, ouais. Paris avait terminé 9e, mais ils avaient refusé de jouer pour je ne sais quelle raison. Et donc, c'est le FC Metz qui a pris la place. À 4 points. On descend pour un but et à 4 points, tu joues à la Coupe d'Europe. Voilà. ADN FC Lorient. Et donc, on arrive à la question. dernière question. Dernière, ouais. C'est celle qui va départager. Quel joueur du FCL n'a jamais disputé l'intégralité d'une saison de Ligue 1 ? Fabrice Abriel, Fabien Audard, Morgan Amalfitano, Montassar Talbi. Donc on est là à la minute près. Hein. Toutes les minutes de tous les matchs de toute la saison. Allez, il manque encore 40 personnes. Allez. Et donc, c'était la dernière question. C'était Morgan Amalfitano qui s'était assis 5 minutes sur le banc face à je ne sais plus qui. Dans la saison 2010-2011. On a skippé la question la plus drôle, c'est dommage. Tu peux la faire, je pense. La troisième, la question c'était, et après on vous libère, on vous promet, si Darlin Yongwa et Arthur Evom ne sont pas vendus avant lundi, dans quelle division évoluera le FCL en 2026-2027 4 propositions, Ligue 1, Ligue 2, National 1, ou ça dépend de la DNCG. La bonne réponse était, ça dépend de la DNCG. C'est bon, on peut révéler le classement. Bien. On va pouvoir aller voir le classement. Vous descendez quand vous avez... je sais pas dans quel ordre c'est publié. Non, quitter, t'es non je suis pas sûr. Là. Non, fais la flèche là-bas. La flèche. La flèche à droite. La flèche à drote. Ouais, suivant. Non, tu vas y arriver. Voilà. Bon. Merci. Qui non, continue. C'est le même code. Non, parce que ça va recommencer un... C'est quoi ce bordel? Oh là là. Alors, les vainqueurs, qui a de l'argent sur lui là? Attends, non, pour moi, il faut faire quitter. Ah mais non, t'as le classement. Attends. Pour moi, il fallait faire quitter. Ça va vous sinon? Ça, on n'avait pas prévu celui-là. Non, ça nous est pas arrivé l'année dernière. Bon, alors là, c'est complexe. Sinon, faire un on le refait si vous voulez. Hein. Ah ouais, non, on donne les réponses et tout. On fait un tournoi de pierre feuille ciseaux, mais ça peut être long. Ah. Alors, ils sont sérieux les deux premiers là? Magnifique. Ça non plus, c'était pas prévu. Troisième, Gédéon Kaloulou, il est par là. Bravo Kaloulou, tu peux venir. Tu finis troisième. J'étais sûr. Ouais. Alors on va aller chercher le top 5 puisque du coup le club est très bien positionné. Alors évidemment le top 5. Voilà. Non mais bien sûr. Non mais attendez. On a que des. D'accord. Alors le cinquième c'est. Alors je me débrouillerai pas pour le prononcer ça. C'est qui? Le cinquième là. Vous devez connaître vos noms normalement. Ouais. C'est pas Erwan qui a joué tout à l'heure là? Et en vrai si vous savez pas votre nom on peut pas faire grand chose. Viens. Le cinquième du coup c'est bientôt. Hein. Ok. Bien joué, bravo, on peut l'applaudir. On y va, le top 10. Et donc Maël Quintin, tu peux descendre Maël. Mais du coup, qui est premier dans cette histoire-là? Et donc, toi? Le premier, c'est Maël qui va gagner donc 2 maillots. Ah, attends, il va filer un autre. Bah, si. Sinon, il y a Julien Braise. Ouais, t'as déjà gagné un maillot, allez. On va donner au suivant, Ouais, c'est trop beau sinon. Mais on peut l'applaudir quand même. Du coup, qui est Julien Braise? Il est là. Ah oui, c'est vrai. Il est là. Julien Braise, bravo. Bravo à Romain Fèvre qui caracole à la 9e place. Et ben au moins il fait quelque chose de ses journées, c'est bien. Et on a donc je ne sais pas qui est Hugo Léal, ancienne. Donc premier, c'est toi. Comment tu t'appelles? Melvin. Bravo. Donc tu as le choix entre le maillot domicile. C'est toi? Ouais, mais comment te dire? Eux, ils sont hors concours. Parce que les maillots, ils en ont comme ils veulent déjà. Et par contre, Noah, il s'est passé quoi là? Tu vas falloir étudier. Donc tu peux choisir le maillot domicile, le maillot third ou 5 places de ciné pour voir ce que tu veux. Le maillot domicile, évidemment. On peut l'applaudir. Allez, laisse-le, on te le donnera après. Laisse-le. Et en deuxième position, on a Ewen qui peut choisir entre le maillot third et 5 places de ciné. Le maillot third, vas-y, bravo, on peut l'applaudir. Et Julien qui repart avec 5 places de ciné.
Il y a les Schtroumpfs dans la salle d'à côté. Tu peux aller voir ce que tu veux. C'est vraiment plaisir. Et Tu peux les récupérer. Bravo, on peut l'applaudir. On vous les donnera à la fin, vous inquiétez pas. On va te les donner. Ouais, on les donnera à la fin. Tu vas les arracher. Merci, là. on vous laisse rejoindre votre place. Bravo. Encore un applaudissement. Voilà, bah c'est tout pour ce soir. On va les enlever. Tu vas la voir, ne t'inquiète pas. Merci à tous d'être venus au Cinéville de Lorient, qu'on remercie d'ailleurs au passage pour leur accueil, c'était super, merci. On remercie le FC Lorient, on évitera de les oublier en direct cette année, parce que l'an dernier on avait un peu oublié dans la ferveur du direct. Donc on remercie le FC Lorient qui nous a envoyé donc Noah évidemment, qui est venu à la représentation et qui a offert 2 superbes lots. On les remercie. On remercie Noah d'avoir joué le jeu avec nous, merci beaucoup. Merci à Laurent aussi qui est venu dans le public. Lucas, Raph, Pierrot, merci beaucoup. On peut applaudir Lucas, Raphaël et Pierrot. Merci Julien. On peut t'applaudir toi. Et puis surtout, merci à tous. On se retrouve samedi au Moustoir, 17h, pour une victoire contre Lille. Lundi, 19h sur Twitch. Et à bientôt dans la taverne. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci d'être venu.